Voilà. Ok, c'est parti. Donc, pour ce cours sur les séismes. Alors, les séismes, qu'est-ce que c'est? C'est le synonyme des tremblements de terre, hein, c'est-à-dire des événements géologiques qui se manifestent par des secousses brutales du sol, qui durent en général quelques secondes à quelques minutes. Alors évidemment, les séismes sont surtout connus pour leur potentiel destructeur, hein. Je pense que vous avez peut-être certains exemples en tête de l'actualité plus ou moins récente. D'ailleurs, il y a eu en plus un séisme il y a 2 jours au large de la Nouvelle-Calédonie, un magnitude de 7,7. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de dégâts, mais il y a eu quand même une alerte au tsunami qui a été levée assez vite, je crois. Voilà, vous vous souvenez sûrement aussi du séisme de Tohoku au Japon en 2011, qui a fait un gros tsunami, pareil, qui a fait des centaines, voire des milliers de victimes, je ne sais plus exactement. Là, je vous ai mis un exemple historique assez connu, hein, c'est le séisme de Lisbonne, au Portugal, qui a eu lieu en 1755, le jour de la Toussaint, donc qui a occasionné beaucoup de destruction, hein, notamment parce qu'il a occasionné un tsunami, et qui a eu pas mal de retentissements, notamment les philosophes de l'époque, hein, comme Voltaire et Kant, qui sont pas mal, agités, disons, sur les répercussions que ça pouvait avoir du point de vue philosophique, hein, parce que il y a quelque chose qui arrive le jour de la Toussaint, évidemment, certaines personnes ont vu que ce genre de phénomène était associé à la colère divine, ils avaient eu du mal à comprendre que ça se passe le jour de la Toussaint. Il y a d'autres gens qui s'étaient dit que les Portugais, ils étaient peut-être pas très, très catholiques, donc ils avaient mérité ce qui leur arrive. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais disons que ça a pas mal. C'est un séisme qui a provoqué beaucoup de destruction et qui a pas mal bouleversé la pensée européenne pendant une certaine période à ce moment-là. Donc vous voyez, les séismes, ce sont des événements relativement fréquents, hein, évidemment, les plus gros séismes étant les moins fréquents. Et encore une fois, comme pour les cours de volcan, je vous explique que les séismes sont liés à un risque, d'où la nécessité de comprendre les processus qui sont à leur origine. Pour illustrer le risque sismique, vous voyez, je vous ai mis l'exemple c'est pas exactement la faille de San Andreas, c'est la faille de Hayward, dans l'ouest de la Californie, hein. C'est un embranchement du système de San Andreas, vous voyez, qui traverse carrément le campus de l'université de Berkeley. Vous voyez les failles, on y reviendra plus tard, mais les failles qui sont des zones de fracture de la lithosphère terrestre, c'est-à-dire de l'enveloppe superficielle cassante de la Terre. Et bien, ces failles sont justement à l'origine des séismes. Et là, vous avez carrément la faille qui traverse le campus. Ils ont même construit en fait leur stade, le stade de l'université de Berkeley, sur la faille. Ils l'ont même construit en 2 parties, en fait, hein, parce que ça a été construit dans les années 1920, si je ne dis pas de bêtises. À l'époque, on ne connaissait pas la tectonique des plaques, mais on savait qu'il y avait une faille ici, que ça faisait des séismes. Et vous voyez, moi, je suis allé sur le campus, c'est assez rigolo. Ils l'ont mis en 2 parties. Vous avez un truc en métal qui maintient, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Vous voyez, ça glisse à quelques centimètres par an. Et un peu partout sur le campus, hein, vous pouvez avoir dans l'alignement de cette faille des endroits où vous voyez les escaliers qui sont fracturés. Donc ça, c'est quelque chose d'assez amusant à regarder, mais qui, malgré tout, rappelle le véritable risque, hein, qui est lié au séisme, hein, que c'est que souvent, on a des populations, parfois des densités de population assez importantes, qui sont exposées au risque sismique, d'où l'importance d'étudier ces phénomènes. Alors, l'organisation du cours que je suis va être assez simple. Déjà, ça va être on va s'intéresser à la localisation des séismes, hein, de comment on localise un séisme, et puis une fois qu'on sait comment localiser un séisme, où sont les séismes, hein, où est-ce qu'ils ont lieu, donc aussi bien dans la répartition horizontale que la répartition verticale, on va dire, sur la Terre. Ensuite, on va s'intéresser un petit peu plus à la mécanique des séismes. Là, je vous parlerai des différents types de failles, je vous parlerai des mécanismes au niveau de la rupture, sans forcément trop rentrer dans des détails très techniques pour ne pas vous perdre en général. Mais voilà, quand même, histoire de vous donner une idée générale. Et enfin, je vous parlerai donc vraiment, après avoir, disons, évoqué un peu la science qui est liée au séisme, je vous parlerai vraiment du risque sismique, hein, comment on l'évalue, comment on peut
on peut ne pas l'évaluer parfois, les difficultés qui sont posées. Je vous parlais de récurrence des séismes, de cycles sismiques, par exemple, et également de gestion du risque. Voilà. Alors, maintenant, on va commencer d'abord par la localisation des séismes. Et je vous montre donc, cet appareil-là, qui est une réplique d'un objet qui fait à peu près 2 mètres, hein, qui était en Chine. C'est un sismoscope, donc inventé par Zhang Heng en 132 après Jésus-Christ. C'est un peu le premier appareil de détection des séismes qui a fonctionné en fait. Je crois que ça a été inventé en 132, mais disons que les gens à la cour impériale, enfin je ne sais pas si on parlait de cour impériale, les l'histoire de Chine, c'est un peu compliqué, mais les gens à la cour étaient un petit peu sceptiques. Et pourtant, Zhang Heng a réussi à détecter un séisme, ce qui a confirmé un peu l'efficacité de cet appareil. En fait, le principe, c'est que vous avez 8. Alors, c'est vrai que c'est très ornementé, hein, aujourd'hui, on fait un peu plus épuré, mais en fait, le principe, vous avez 8 dragons, donc dans l'orientation des points cardinaux, hein, nord, sud, est, ouest, nord-ouest, etc., qui ont des billes en métal et qui sont au-dessus vous voyez, de petites grenouilles qui ont la bouche ouverte. Quand vous avez une secousse du sol, vous avez un système de balancier à l'intérieur qui va, qui va osciller dans le sens d'où vient la secousse et qui va lâcher sa petite bille et donc dans la bouche de la grenouille. Et donc, en fait, ça va indiquer d'où vient la secousse. Alors, en fait, ce que s'est dit Zhang Heng, c'est que s'il y a un séisme, en fait, on va avoir une idée d'où viennent les secousses et donc potentiellement où on va devoir dépêcher des secours. En fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que le jour où il y a eu un séisme, je crois que c'est le petit dragon de l'Ouest, je crois, qui a lâché sa bille. Et quelques jours plus tard, effectivement, il y a un cavalier qui est venu dire qu'il y avait eu des dégâts précisément quand le séisme avait été détecté. Donc ça peut paraître assez anecdotique, mais mine de rien, ça a une certaine importance, puisque les Chinois, vous voyez, au IIe siècle après Jésus-Christ, ils ne connaissaient pas du tout la tectonique des plaques, ni les failles, ni la mécanique de la fracture et tout ça, mais ils avaient quand même une idée qu'un séisme, un tremblement de terre, c'était pas juste une espèce de secousse diffuse du sol dans l'espace. En fait, c'était quelque chose qui avait vraiment une provenance, qui avait une localisation. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut évaluer aussi en faisant des cartes lors d'un séisme, des cartes d'intensité sismique. Alors, l'intensité à ne pas confondre avec la magnitude, qui représente vraiment la force du séisme, on dira plus tard. L'intensité des séismes, ici, avec l'échelle dite de Mercalli, avec 2 L, c'est vraiment quelque chose de qualitatif qui vous évalue les dégâts en fait, causés par le séisme. Évidemment, ça n'a pas de sens si ça n'a pas de chance d'utiliser ces échelles dans une zone qui n'est pas habitée. Donc ça va de le séisme n'est pas ressenti à presque tout est détruit, en passant par les personnes qui dorment se font réveiller, quelques fenêtres cassées, etc. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'en général, quand vous avez un séisme, je vous ai mis ici par exemple le séisme d'Haïti en 2010, hein, qui a fait pas mal de dégâts, eh bien, vous avez, disons, sur cette échelle, une espèce d'organisation concentrique des différents niveaux de destruction, entre niveau de destruction faible à modéré, à un maximum, ici, qui était près de Port-au-Centre, de Port-au-Prince. Et donc, en fait, cette zone, ce maximum de destruction, c'est une manière de vous montrer qu'en fait, le séisme a une provenance, c'est-à-dire ce qu'on appelle en surface l'épicentre. Je vous ai mis ce petit schéma simple pour vous introduire ce vocabulaire. Un séisme, c'est une propagation d'ondes mécaniques dans toutes les directions de l'espace, dans la lithosphère, qui est liée à une rupture en profondeur. Donc cette rupture a lieu au foyer, elle s'initie au foyer, puis elle se propage un petit peu après dans l'espace. Elle s'initie au foyer qu'on appelle également l'hypocentre. Et l'épicentre, c'est le point à la verticale du foyer. Donc, vous voyez, c'est le point à la surface qui est le plus proche du foyer, ce qui explique que ce soit là, entre autres, qu'on a un maximum de destruction quand on a des habitations par-dessus. Alors, comment est-ce qu'on localise
un séisme, comment est-ce qu'on localise le foyer et l'épicentre. Ah oui, alors déjà, un petit point sur les méthodes de détection qui ont quand même pas mal évolué depuis Zhang Heng. Là, je vous ai mis un petit peu le principe du sismomètre. Alors, ça, c'est un truc qui date en général. C'est comme ça qu'on faisait au début du XXe siècle. C'est-à-dire que vous aviez un fil qui était relié à un stylet, un cylindre enregistreur, hein, c'est un rouleau de papier qui roule, et vous avez une masse inerte qui en fait amortit les mouvements du stylo. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des secousses du sol, le rouleau de papier va bouger, le stylo ne va pas bouger hein, parce qu'il va être amorti par la masse. Et donc, quand vous avez des secousses, hein, vous allez enregistrer ça par un tracé qu'on appelle un sismogramme. Donc, ça va permettre de caractériser l'amplitude des mouvements du sol. Sachant que là, vous avez quelque chose qui est dans une direction. En général, quand on a des sismogrammes, souvent, c'est des choses qui sont dans les trois directions de l'espace. C'est-à-dire que vous en avez un dans la direction est-ouest, vous en avez un dans la direction nord-sud, et vous en avez un dans la direction verticale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le repère north-east up, hein, pour nord, est et vertical. Voilà, donc ça vous donne une idée des mouvements en 3D, euh, des mouvements du sol. Alors là, c'est pareil, c'est quelque chose de relativement archaïque. Aujourd'hui, on a des choses beaucoup plus compactes, hein. Vous voyez, cette espèce de boîtier qui fait à peu près 30 cm de diamètre. Aujourd'hui, les sismomètres sont électromagnétiques. Pareil, je vous passe les détails, mais disons que ce qui va être enregistré, ça va être les mouvements, euh, comment dire, les mouvements d'une bobine dans un aimant. Voilà. L'intérêt, c'est que ça va être beaucoup plus sensible que ces sismomètres avec un stylet. Notamment, ça va être plus sensible aux basses fréquences, donc ça va nous donner une meilleure idée du signal. Disons que la bande passante, c'est-à-dire l'intervalle des fréquences des signaux qui va pouvoir être enregistré, est plus large depuis qu'on a les sismomètres électromagnétiques. D'autant plus que là, vous voyez, quand vous avez des sismomètres comme ça, là, c'est un dispositif assez simple, mais vous en avez certains qui peuvent faire une tonne. Là, ce genre d'appareil a permis quand même une certaine miniaturisation des sismomètres. Alors, ça, ces sismomètres, ils sont répartis un peu partout sur la planète. Là, je vous ai mis le réseau sismographique mondial. Alors ça, c'est sur le site de l'USGS, hein, mais vous avez vraiment des stations sismiques qui sont, qui sont apparentées à des instituts qui dépendent vraiment du monde entier, hein. Vous avez des Français, des Américains, des Allemands, des Japonais, vous avez vraiment à peu près toutes les nations. Et aussi, vous avez des données qui sont mises en commun. Alors, vous avez des catalogues de séismes, par exemple, vous avez le Centre sismique international, hein, l'ISC. Vous avez également le catalogue CMT. Enfin, vous avez plusieurs catalogues hein, qui mettent vraiment en commun. C'est des choses que vous pouvez tout simplement consulter sur Internet, hein. Donc, c'est vraiment des données mondiales qui sont mises en commun. Sachant que le réseau sismométrique mondial, le premier, a été mis en place dans les années 60. Alors, qu'est-ce qu'on enregistre avec ces sismomètres? Je vous ai dit que en fait, on enregistre les mouvements du sol, les secousses, dans différentes directions de l'espace. Et en fait, donc, sur le résultat, alors vous voyez en abscisse, hein, c'est au cours du temps. Et quand on a donc ça s'appelle un sismogramme. Et quand on a un séisme, des secousses du sol, vous voyez qu'on est capable d'enregistrer ces secousses du sol sur le sismogramme dans les différentes directions. Donc en fait, on va distinguer les ondes de volume, c'est-à-dire les ondes qui vont se propager à travers le globe, pour faire simple, comme les ondes P, donc les ondes de compression-dilatation. Je vous ai mis un petit schéma ici. Vous voyez, les ondes P sont des ondes de compression-dilatation, un peu comme les ondes acoustiques. Et les ondes S, qui sont des ondes de cisaillement. Donc ça, ce sont les ondes de volume qui vont se propager dans les trois directions, enfin, qui vont se propager, disons, dans tout le globe. Et vous avez également des ondes de surface, vous voyez, qui ont des amplitudes beaucoup plus importantes, hein, qui représentent des secousses beaucoup plus importantes, qui, elles, vont juste en fait, se déplacer à la surface de la planète, hein, qui ne vont pas aller en profondeur. Je reviendrai plus en détail sur ces ondes de surface. Donc, vous voyez, on peut distinguer différents trains d'ondes, hein, différentes vagues, puisqu'en fait, les différentes ondes vont voyager à différentes vitesses
Parfois aussi, elles vont être réfléchies sur des discontinuités, elles vont être interconverties. Vous allez avoir parfois des ondes S converties en ondes P, parfois inversement. Donc là, vous voyez, je vous mets un petit peu la distinction simple entre les ondes P et les ondes qu'on a en premier parce qu'elles voyagent plus vite, et les ondes S. Mais des fois, ça peut être un peu plus compliqué. On peut vraiment distinguer parfois beaucoup plus de trains d'ondes différents. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir localiser un séisme à partir d'un sismogramme? En fait, les ondes P et les ondes S, elles ont des temps de trajet différents au travers de la lithosphère. Et ce qui va se passer, c'est que les ondes P sont plus rapides, elles vont arriver en premier. Donc, on va mesurer un écart de temps de trajet entre les ondes P et les ondes S. Et en fait, ces ondes P et les ondes S, vu qu'elles ont parcouru la même distance, alors on peut faire un calcul simple, hein, c'est du V égale D sur T, il y a un vitesse égale distance sur temps, mais tout simplement, vu qu'on connaît la différence de vitesse entre les ondes P et les ondes S, on connaît leur différence de temps d'arrivée, en supposant qu'elles sont toutes parties de la source au même moment, et donc elles ont parcouru la même distance. On peut estimer justement cette distance à partir de l'écart de temps, entre les ondes P et les ondes S sur les sismogrammes. Donc ça, c'est pour une station donnée, mais en fait, si on a plusieurs stations, vous voyez, je vous ai fait un schéma très simple, hein, mais une station A à partir de laquelle on estime une distance dA, une station B à partir de laquelle on estime une distance dB, une station C à partir de laquelle on estime une distance dC. Vous voyez, par triangulation, en recoupant les signaux de différenciation, on est capable d'estimer la position de la rupture. Voilà. C'est une manière assez simple de déterminer la position de la source du séisme. Voilà. Bon, en vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça, notamment parce que, enfin, là, le V égale D sur T, c'est facile parce que vous supposez une vitesse constante, et V égale D sur T, là, ça peut être bien disons, pour un trajet qu'on suppose rectiligne. Après, c'est un peu plus compliqué parce que les ondes ont des trajets un peu courts, mais après, ça, c'est des choses pareilles qui sont connues. Le principe, en fait, hein, reste le même. Bon. Et alors, pour estimer la profondeur du foyer, pareil, on utilise des différences de temps de trajet, cette fois-ci, non pas entre l'onde P et l'onde S, mais entre l'onde P directe, c'est-à-dire qu'il va voyager directement, là je vous ai schématisé une station sismique, l'onde P qui va voyager directement de la source jusqu'à la station sismique, donc celle qui va arriver en premier, et l'onde PP, c'est-à-dire l'onde réfléchie, qui va partir à la verticale du foyer, et qui va être réfléchie à la surface de la Terre, et qui va avoir un parcours un peu plus long. Vous voyez, à partir de la différence de temps d'arrivée qu'on enregistre là, on est capable d'estimer la profondeur du séisme. Voilà. Alors, si ça va, ça. Oui, J'ai une question sur du coup l'écart entre les ondes P et S, ça oui. sert à obtenir la distance jusqu'à l'épicentre? Bah oui, enfin l'épicentre ou le foyer, mais après, D'accord. souvent, on peut faire un petit peu la confusion entre les deux parce que vous voyez, un séisme, ça peut être une profondeur souvent assez faible. En général, c'est dans les 20 premiers kilomètres. Si vous avez une station qui est loin, je ne sais pas, à 100 km ou à 1000 km, donc la distinction devient un peu moins importante. Mais D'accord. oui, d'un point de vue très rigoureux, c'est peut-être plus le foyer que l'épicentre, hein, effectivement. Là, j'ai mis une espèce de vue en carte, hein, mais oui, c'est peut-être plus le foyer que l'épicentre. Ok, merci. Voilà, donc maintenant qu'on sait comment localiser un séisme, on peut se demander où est-ce qu'ils ont lieu, les séismes sur Terre, en général, maintenant qu'on sait les localiser. Alors là, je vous ai mis, là, ce sont les épicentres des séismes qui ont lieu, tous les séismes de magnitude supérieure ou égale à 5 qui ont lieu depuis 1960, c'est-à-dire vraiment à partir du moment où on a vraiment commencé à enregistrer des séismes à l'échelle mondiale. Alors, si on s'intéresse à la répartition horizontale des séismes, vous voyez que ce n'est vraiment pas au hasard. Les séismes ont vraiment lieu au niveau des frontières de plaques lithosphériques. C'est-à-dire, là, un peu comme ce que je vous avais montré sur les volcans la semaine dernière, sauf que là, vous avez vraiment des séismes à toutes les frontières de plaques. Là, vous avez des séismes au niveau des frontières de plaques en divergence, c'est-à-dire au niveau des dorsales, au niveau des rifts, comme le rift est-africain, mais également au niveau des zones de convergence, c'est-à-dire les zones de subduction, comme par exemple sur tout le pourtour du Pacifique.
au niveau des Caraïbes aussi, mais également au niveau des zones de collision, par exemple au niveau de l'Himalaya, Tibet. Et vous avez également des séismes au niveau des zones de décrochement, c'est-à-dire des zones où vous avez des plaques en fait, qui bougent horizontalement l'une par rapport à l'autre, qui coulissent l'une par rapport à l'autre. Là, c'est le cas, par exemple, au niveau de l'ouest de la Californie, avec la fameuse faille de San Andreas. Vous avez, disons, pour faire simple, l'Amérique du Nord qui bouge par rapport à la plaque pacifique vers le nord-ouest, donc ce décalage-là qui est accommodé par la faille de San Andreas. Et donc vous avez vraiment des séismes au niveau des frontières de plaques. Donc ça, c'est vraiment la répartition horizontale des séismes. Alors après, si on fait une coupe pour s'intéresser non pas à leur répartition horizontale, mais à leur répartition verticale, si on l'a fait au niveau du Japon, par exemple, vous voyez de la fosse du Japon, donc ici vous avez la fosse de subduction. Alors en fait, vous avez deux fosses de subduction, vous avez un point triple ici, avec une fosse là, une fosse là, une fosse là. Donc, vous voyez, les Japonais, ils sont gâtés au niveau séisme. Et si vous faites une coupe ici, de là à là, et que vous regardez donc cette fois-ci les foyers des séismes. Alors là, cette partie-là, c'est un peu exagéré verticalement, mais vous voyez, c'est pour vraiment vous montrer là où est la fosse. Déjà, ce qu'on observe, c'est que si on fait abstraction de ça, disons, la plupart des séismes, en fait, ils ont lieu en surface. C'est-à-dire que vous avez très peu de séismes, en fait, à des profondeurs, même au-delà de 500 km, c'est vraiment très rare, en fait. Les premiers, donc c'est pour vous montrer encore une fois que les séismes, en zonation verticale, sont confinés à la lithosphère, c'est-à-dire la lithosphère, l'enveloppe superficielle de la Terre, qui va avoir un comportement cassant par opposition à la sténosphère, qui va avoir un comportement ductile, c'est-à-dire qui va se déformer sans casser. Et même en fait au sein de la lithosphère, les séismes sont en général plus confinés à une épaisseur sismogène, même au sein de la lithosphère un peu superficielle parfois, parce que des fois vous avez des niveaux ductiles, par exemple dans la croûte inférieure, notamment au niveau de la croûte continentale. Donc les séismes sont des phénomènes superficiels. Alors si on se place au niveau d'une zone de subduction, comme au Japon par exemple, vous voyez ici ce plan-là qui correspond à quoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau des zones de subduction? Est-ce que vous vous rappelez? Au niveau des zones de subduction, en fait, c'est une frontière convergente ici avec la plaque Eurasie à l'ouest et la plaque Pacifique à l'est. Vous avez les deux plaques qui bougent l'une vers l'autre. Vous avez la plaque Pacifique qui plonge en fait sous le Japon. Et en fait, vous avez la plongée de matériaux rigides, de lithosphère, ce qui explique que là, en fait, vous ayez des séismes qui suivent en fait le panneau plongeant. Vous voyez des séismes. Sur cette zone-là, en fait, vous avez tout un coin où vous n'avez pas vraiment de séisme, où les séismes sont confinés là. Par contre, ici, vous avez la plongée de matériaux cassants, ce qui explique que vous avez des séismes un petit peu plus en profondeur. Donc ça, c'est un cas assez exceptionnel. C'est ce qu'on appelle le plan de Wadati-Benioff. C'est ce qu'on observe, c'est cette répartition des séismes au niveau des zones de subduction, qui est donc le panneau plongeant. Vous avez aussi des séismes vraiment les plus profonds, qu'on suppose vraiment qu'ils ne sont pas liés à des failles, pour le coup, qui sont peut-être plutôt liés à un mécanisme plus particulier, lié à des changements de réseau cristallin au niveau des olivines. C'est des choses qu'on peut obtenir en laboratoire. On met des olivines sous pression, on est capable d'obtenir des petits cracks qui envoient des ondes. Donc on pense que voilà, les séismes plus en profondeur, c'est des mécanismes assez particuliers par rapport à ce qu'on observe là. Donc je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Donc, ce qu'on a vu là, c'est que les séismes sont répartis dans la lithosphère et sont répartis aux limites de plaques. C'est-à-dire que la répartition des séismes est vraiment pas au hasard. Vous n'avez pas des séismes un peu n'importe où sur Terre. Donc, on va s'intéresser maintenant aux causes des séismes. Et là, je vais rentrer un petit peu dans les détails mécaniques. Alors juste, est-ce que Zoom vous indique qu'il va nous couper bientôt ou pas? Pas encore? Moi, je vois rien. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, en général, il y a un compteur. Enfin, comment dire? Ouais. Le nom de la fenêtre, c'est Zoom Meeting 40 minutes.
Ouais, en général, au bout d'un moment, il y a un décompte, en fait. Voilà, n'hésitez pas à me prévenir Oui. quand ça fera. Voilà. Alors, donc, maintenant, on va s'intéresser à la mécanisme des séismes, aux mécanismes qui sont liés au séisme. Et comme je vous l'ai dit, les séismes sont liés à une rupture sur des failles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une faille? Une faille, c'est une zone de déformation discontinue, une zone de discontinuité. De part et d'autre, on peut approximer à un plan. Hein, ça représente une déformation localisée. Et en fait, un plan, de part et d'autre, vous avez deux blocs qui glissent les uns par rapport aux autres. En termes de fracture, ça correspond à ce qu'on appelle une fracture en mode 2, en mode 3, c'est-à-dire pas une fracture en mode 1. Je ne rentre pas dans les détails, mais une fracture en mode 1, c'est quand vous avez une fracture où les deux extrémités du plan de fracture, ce qu'on appelle les épontes, s'éloignent les uns des autres. Comme par exemple quand vous avez de la fracturation thermique ou quand vous avez de l'injection de magma dans une fissure, en fait, hein, vous avez les deux côtés de la fracture qui vont s'éloigner les uns des autres. Là, ce n'est pas le cas, en fait, hein, ça va glisser, les deux compartiments vont glisser les uns par rapport aux autres. Donc, en fait, on va définir, disons, différentes choses. Déjà, le plan de faille, qui en général n'est pas forcément un plan, des fois ça peut être une zone de broyage qui peut être épaisse de plusieurs centimètres, voire de plusieurs mètres, mais bon, on va dire que c'est un plan. Un plan de faille qu'on appelle le miroir de faille. Et donc, vous avez les deux compartiments de part et d'autre de la faille. Le compartiment qui est en dessous du plan de faille, qu'on appelle le mur, c'est-à-dire le footwall en anglais, et le compartiment qui est au-dessus du plan de faille, qu'on appelle le hanging wall, le toit en français. Et vous avez également le vecteur, disons, qui va vous représenter le déplacement le long de la faille, disons le décalage qui est occasionné par la faille, qu'on appelle le jeu de la faille. Voilà, c'est pour ça, je pense que je vais me mettre assez vite, sans m'en rendre compte, à vous parler de failles qui jouent dans tel ou tel sens, donc histoire que vous sachiez ce que ça veut dire. Hein. Quand on dit qu'une faille joue d'une telle manière, c'est qu'elle accommode un tel type de décalage. Vous avez le jeu en général, on peut même faire la distinction entre le jeu vertical, le jeu horizontal. Voilà. On peut parler de rejet aussi. Et donc en fait, on a différents types de failles selon le décalage occasionné entre les différents compartiments de part et d'autre du plan de faille. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez une fracture ici, vous avez une faille. Donc ici, vous avez le miroir de faille. Le compartiment qui est en dessous, c'est en dessous du plan de faille, c'est le footwall. Le compartiment par-dessus, le hanging wall. Et ici, vous avez des figures sédimentaires, vous avez des bancs sédimentaires qui sont décalés. Ici, ça vous indique que le toit est descendu par rapport au mur. Vous voyez, je vous l'ai schématisé ici. En fait, ce type de faille, c'est ce qu'on appelle une faille normale. Vous voyez, vous avez le toit qui descend par rapport au mur. Alors, si on s'intéresse au bloc cassé, là, c'est un schéma assez théorique. Imaginez que le bloc, là, avant, c'était un seul pavé. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la faille normale, elle a accommodé, d'une part, un amincissement vertical. Vous voyez ici, là, ça s'est aminci. Et une extension horizontale. Vous voyez, ça a tiré aux extrémités, on va dire. Vous avez eu un allongement horizontal de part et d'autre de la faille normale. Alors, les failles normales, vous en doutez, je vous en ai parlé, c'est une faille qui accommode une extension et c'est plutôt quelque chose qu'on va rencontrer au niveau des frontières de plaques divergentes. Par exemple, ici, je vous ai mis la dorsale de Juan de Fuca. Alors ici, vous avez la zone de subduction des cascades avec l'Oregon ici. Ça, c'est la petite plaque Juan de Fuca. Là, c'est le Pacifique et là, c'est la plaque Nord-Amérique. La dorsale, elle est ici. Donc, vous avez un écartement de part et d'autre de cette dorsale. Et vous voyez, en fait, tous ces petits escarpements, hein, ces espèces de petites, disons, de petites marches d'escalier, ce sont des failles normales. Vous voyez, les dorsales sont des zones où vous avez des écartements. Vous avez une divergence qui est accommodée certes par l'injection de magma, dans les fractures, mais aussi par des failles normales qui vont accommoder de l'étirement. Est-ce que ça va, ça? Oui.
Alors maintenant, un autre type de faille. Donc, encore une fois, vous avez une faille ici, vous avez la fracture ici. Là, vous avez le footwall, le hanging wall. Et encore une fois, là, vous avez des bancs sédimentaires qui ont été décalés. Cette fois-ci, vous voyez que le footwall, non, que le hanging wall, pardon, que le toit, est remonté par rapport au mur. Vous le voyez ici, sur ce schéma. Et donc, en fait, cette faille, c'est ce qu'on appelle une faille inverse. Et vous le voyez, donc, par opposition à la faille normale, la faille inverse qu'on trouve en contexte de compression, elle a accommodé, vous voyez, un raccourcissement horizontal et un épaississement vertical. Vous voyez, vous avez un empilement, disons, de deux unités qui se fait à la faveur de la faille. Et donc, comme les failles normales, donc c'est le genre de choses typiques de contexte d'extension, là, vous voyez les failles inverses, c'est le genre de choses qu'on peut trouver en contexte de compression, en contexte de convergence. Là, par exemple, je vous ai mis ici, vous reconnaissez peut-être les Andes, hein, ça c'est le Chili, donc l'ouest de l'Amérique du Sud. Déjà, vous avez la subduction, donc la fosse de subduction andine, là où vous avez la plaque pacifique qui plonge sous la plaque sud-américaine. Le contact en fait entre ces deux plaques, c'est une très grande faille inverse, plurikilométrique, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle un chevauchement. Mais aussi, là, vous avez au niveau des Andes, vous avez également de la compression, tous ces espèces de petits bourrelets là, qui sont en fait des failles inverses, en fait, qui sont des unités qui sont empilées, qui sont écaillées. Et tout ça parce que vous avez eu de la compression. Et ces failles inverses donc, qui permettent le raccourcissement horizontal et qui permettent également l'épaississement. Hein, vous voyez, je vous signale quand même que l'altiplano, c'est un plano qui peut être épais. Hein, vous avez de la croûte très épaisse. Donc ça se fait notamment par ce type de feuillage. Vous voyez, ce genre de configuration, c'est ce qu'on peut aussi, par exemple, je ne pense pas vous avoir mis d'image, mais c'est ce qu'on peut aussi observer, par exemple, dans les Alpes, hein, au niveau du Vercors. Vous avez pareil, différentes unités qui sont empilées les unes sur les autres. Et donc, en fait, quand on déplie, parce qu'il n'y a pas que des pailles, il n'y a pas que des failles, il y a aussi des plis, mais quand on déplie notamment les failles inverses et les plis, hein, on peut trouver un raccourcissement de 10 km sur un massif qui fait, disons, en est-ouest, à peu près 50 km. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui accommode un raccourcissement. Et alors là, troisième type de faille. Donc ça, c'est un type de faille. Ça, c'est la faille de San Andreas que vous voyez ici. Hein, vous voyez la fracture là. Et le décalage qui est accommodé par la faille, c'est un décalage qui est horizontal en fait. Hein, souvent, ce genre de plan de faille, elles ont un plan presque vertical. Peut-être autre chose que je n'ai pas dit, mais je ne rentre pas dans les détails techniques, mais en général, vous voyez, les failles normales, elles ont un pendage. Alors, disons, le pendage, c'est l'angle de plongement par rapport à l'horizontale. Les failles normales, elles ont une pente environ à 60 degrés. Les failles inverses, un peu moins pentées, genre 30 degrés, voire moins. Là, vous voyez, ce type de failles, elles ont un pendage quasiment vertical et elles accommodent un mouvement horizontal. Alors, comment vous pouvez le voir? Vous avez ici, en fait, disons, des chenaux de fleuves, des lits de fleuves qui ont été décalés les uns par rapport aux autres. Ici, vous voyez, vous mettez sur ce compartiment-là, vous regardez le compartiment d'en face, et en fait, vous avez l'impression que le compartiment là est parti vers la droite. Oui, c'est ce que j'ai mis ici. En fait, cette faille-là, c'est ce qu'on appelle une faille décrochante, ou aussi une faille transformante. Enfin, même si le terme de faille transformante, ça dépend un peu des sources, mais disons que ça peut être plus ou moins restreint comme ce terme. On peut plutôt parler de décrochement dans ce cours. Donc, vous voyez la faille de San Andreas, hein, je vous avais dit que cette faille accommodait un coulissage. Et en fait, on va distinguer les failles décrochantes dextres et sédestres. Ça, c'est un détail, mais les failles décrochantes dextres, vous voyez, vous vous mettez sur le compartiment là, vous regardez le compartiment d'en face. Le compartiment d'en face, il part vers votre droite. À l'inverse, les failles sédestres, vous regardez le compartiment d'en face, il part vers votre gauche. Voilà. Bon, ça, c'est un peu un détail. Alors, des exemples de failles décrochantes. Donc, au niveau des limites de plaque, vous avez un mouvement décrochant. Je vous ai déjà parlé de la faille de San Andreas. Ici, vous avez la Californie.
plus précisément le bloc Sierra Nevada Great Valley, hein, en tectonique des plaques, qui est un bloc distinct de l'Amérique du Nord d'un point de vue cinématique. Et vous voyez ici, vous devenez peut-être cette trace-là assez nette de la faille de San Andreas. Là, j'ai un zoom ici, vous voyez, avec la baie de San Francisco, ici San Francisco, Berkeley là vous avez Santa Cruz, Los Angeles est plus au sud. Et vous voyez, sur cette fraction, vous voyez vraiment qu'il y a une trace assez nette, alors qui peut avoir des embranchements, qui peut se subdiviser par endroits, hein. Vous voyez ici des subdivisions, mais globalement, vous voyez cette faille-là. Là, vous voyez assez bien la faille de San Andreas. Donc, cette faille, comme je l'ai dit, qui accommode un décalage dextre, c'est-à-dire avec le Pacifique, qui remonte vers le nord-ouest. J'ai peut-être dit l'inverse tout à l'heure, je me suis peut-être trompé. C'est la plaque pacifiste, la plaque pacifique qui remonte vers le nord-ouest par rapport à la Californie. Alors, autre exemple de faille assez importante, hein, notamment parce qu'elle a été très étudiée par les géologues, hein, notamment elle a causé le séisme d'Izmit dans cette région-là. Je ne sais plus également quelle date, au début du XXe siècle, me semble-t-il. Séisme qui a fait pas mal de destruction. C'est la faille nord-anatolienne, c'est-à-dire vous avez ici la Turquie, qui représente en fait le bloc anatolien. Là, vous avez l'Eurasie, le bloc Eurasie au nord. Vous avez l'Arabie au sud. En fait, l'Arabie, elle fonce vers le nord et elle fonce vers l'Eurasie. Et vous avez, disons, le bloc turc qui est un peu pris entre les deux et qui glisse un peu entre les deux. Vous voyez, un peu comme quand vous faites glisser, je sais pas, vous faites glisser du savon entre vos deux mains. Et ce glissement est accommodé par la faille nord-anatolienne principalement et aussi la faille est-anatolienne. Vous avez le bloc qui, en gros, vous avez ça qui remonte vers le nord et vous avez le bloc turc qui se barre en fait vers l'ouest. Et donc la faille nord-anatolienne, c'est une faille avec un décalage dextre, pareil, qui va se prolonger ici jusque dans la mer Égée. Alors, je vous ai dit une espèce de lien assez simple entre faille normale, contexte extensif, faille inverse, contexte compressif et faille décrochante, contexte décrochant. Évidemment, c'est simplifié, ça c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein. Vous pouvez avoir un petit peu de tout dans certains contextes. Par exemple, là, vous avez la fosse des Mariannes, ici, avec la plaque pacifique, la plaque philippine, ici. Donc, la plaque pacifique qui passe par-dessous, vous avez une fosse de subduction ici. Et là, pourtant, vous avez une zone, vous avez un bassin d'arrière-arc, c'est-à-dire en arrière de l'arc volcanique, vous avez une zone où vous avez de l'extension locale. Donc, là, vous allez aussi avoir des failles normales. En fait, ce qui se passe, c'est que quand la plaque plonge, elle va tirer, disons, sur la zone de subduction. Et donc, localement, ça peut provoquer de l'extension en arrière de la zone de subduction. Voilà. Autre chose, parfois, quand vous avez la subduction, ce qu'on dit une subduction oblique, c'est-à-dire quand vous avez la plaque plongeante qui n'arrive pas parfaitement perpendiculairement par rapport à la fosse de subduction, vous avez des grands décrochements en arrière de la zone de subduction. Pareil au niveau des dorsales, vous avez des failles décrochantes qui segmentent les dorsales. Donc vous voyez, c'est globalement que vous compreniez bien que les différents types de failles sont associés aux différents contextes, mais après que vous ne disiez pas non plus que vous voyez, dans les zones de subduction, on trouve que des failles inverses. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et aussi, je vous ai parlé donc, des trois types de failles pures, disons, hein, faille normale, faille inverse, faille décrochante, mais évidemment, vous avez des failles qui sont un peu mixtes, entre les deux. Voilà. Alors, en fait, est-ce que ça va déjà? Pas de questions? Non, ça va. OK. Donc, vous voyez, ces différents types de failles vont correspondre à différents mouvements. Et vous voyez, quand on parle de tectonique des plaques, on a des mouvements des plaques, c'est-à-dire des mouvements, disons, continus à l'échelle géologique. Mais en fait, dans la réalité, aux limites des plaques, ce qui va se passer, c'est que les mouvements vont se faire de manière saccadée, c'est-à-dire que vous allez avoir, je rentrerai plus en détail plus tard, mais en gros, qui vont se faire par des alternances au niveau des limites de plaques, qui vont se faire par des alternances de blocage, de déformation, et de relâchements brutaux, donc en fait de glissements brutaux le long des failles. Et en fait, c'est les glissements brutaux le long des failles qui vont envoyer des ondes mécaniques et qui vont générer les séismes. Alors,
Donc ça, c'est bien, on a différents types de failles, mais je vous ai dit que les ruptures, souvent, ça avait lieu en profondeur. On ne voyait pas forcément la faille qui avait lieu, qui donnait lieu à un séisme. Donc en fait, comment est-ce qu'on va déterminer le type de mécanisme, disons, qui va engendrer un séisme, si c'est un mécanisme inverse ou un mécanisme normal, quelque chose comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que, je vous ai dit, le séisme, il envoie des ondes mécaniques, notamment des ondes P, de compression, dilatation dans toutes les directions. Alors certes, les ondes vont rayonner dans toutes les directions, mais elles vont pas, disons que elles vont pas être rayonnées de la même manière dans toutes les directions. En fait, ce qui va se passer, alors, vous avez ici imaginez, vous avez un plan de faille. Là, on le voit de dessus, par exemple. Ces différentes lignes que j'ai mises, en fait, ça c'est pour vous servir de point de repère. Vous avez une fracture qui s'initie ici, qui va se propager le long d'un plan de faille et qui va occasionner du décalage. Et en fait, quand vous avez le décalage le long du plan de faille, vous avez disons, cette partie-là qui va bouger vers là, cette partie-là qui va bouger vers là. Et donc, en fait, vous allez avoir des secteurs, vous allez pouvoir diviser l'espace en 4 secteurs. 2 secteurs où vous avez de la compression, c'est-à-dire là où vous avez de la matière qui a été amenée. Vous voyez, les lignes ici, le rapprochement des lignes vous montre qu'il y a eu de la compression. Et des secteurs en dilatation, c'est-à-dire des secteurs dont la matière a été soustraite. Donc, vous voyez, vous avez le plan de faille, vous avez le plan perpendiculaire au plan de faille, qu'on appelle le plan auxiliaire, et ces 2 plans, en fait, vont diviser l'espace entre les secteurs en compression et les secteurs en dilatation. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Ça, c'est le genre de choses, en fait, qu'on va pouvoir définir. Les secteurs en compression-dilatation, quand on a un séisme, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir définir à l'échelle de la planète, avec des enregistrements de sismomètres vraiment répartis sur toute la surface du globe. Imaginez, vous avez un séisme ici. Alors, c'est pour simplifier, c'est schématique, parce que un séisme aussi gros et avec une telle profondeur, c'est un peu impossible. Oui, la lithosphère, c'est ça à l'échelle du globe. Mais bon, imaginez, vous avez un séisme là, vous avez les secteurs en compression et en dilatation, et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous avez de la matière, quand vous avez les secteurs en compression et les secteurs en dilatation, les premières ondes P, donc là vraiment les toutes premières secousses enregistrées par des sismogrammes vont être différentes selon les secteurs. En fait, ce qu'on va observer, c'est que dans les secteurs en compression, la première ondulation, dans les secteurs en dilatation, pardon, la première ondulation des ondes P va en fait se rapprocher de la fracture, va se rapprocher de la source sismique. C'est par exemple, là, vous allez avoir un mouvement vers le bas. Alors, vous savez, les secousses sismiques, ça va être un mouvement vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, ça va être une ondulation. Mais la première ondulation va se rapprocher de la source sismique. Ça va être le cas aussi dans l'autre secteur en dilatation. Et à l'inverse, dans les secteurs en compression, la première ondulation va s'éloigner de la source sismique. Vous allez voir de la compression là. En fait, vous allez avoir une secousse là qui va d'abord repousser, disons, votre station loin de la source sismique. Alors, bon, ça me paraît, je schématise, parce que notamment les trajets des ondes sont courbes. Donc, en fait, ces plans-là, qu'on appelle les plans nodaux, donc avec un plan nodal qui correspond au plan de faille et un plan nodal qui correspond au plan auxiliaire. Ces plans sont courbes, en fait. Bon, là, je vous mets ça pour schématiser. Mais voilà, c'est globalement ce qu'on enregistre. On va avoir une répartition de sismomètres au niveau du réseau mondial, dont certains vont enregistrer des signaux, disons, qui vont vous indiquer de la compression et des signaux qui vont vous indiquer de la dilatation. Et pourquoi ça va être important? Ça va être important parce que selon évidemment l'orientation du plan de faille, selon l'orientation également du glissement, et donc selon le mécanisme de glissement du séisme, selon le type de faille qui casse, la disposition dans l'espace des différents secteurs en compression et dilatation va être différente. Alors, comment est-ce qu'on représente ça en carte? Là, je vais vous parler de la projection stéréographique. Disons que ça peut être un petit peu compliqué. Ça fait appel notamment à votre vision en 3D. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, vous ne faites pas des nœuds au cerveau. Je vous dirai ce qu'il faut retenir à la fin, je vous donnerai le résultat final. Mais imaginez, vous voulez représenter par exemple votre plan de faille ou votre plan auxiliaire, n'importe quel plan dans l'espace, vous voulez le représenter en carte. Je vous ai dit que le plan
on peut le définir. En fait, un plan en géologie, je vous renvoie aussi au cours de Simon Bufferal du premier semestre, il a fait des cours de cartographie qui sont sur YouTube. Un plan peut se définir par deux choses. Son azimut, c'est-à-dire l'orientation par rapport au nord de son intersection avec l'horizontale. Ici, vous voyez, un plan, je vous ai mis un plan d'azimut nord-sud, c'est-à-dire donc 0 degré nord, et par son pendage, disons, son inclinaison par rapport à l'horizontale. La façon en fait dont on va représenter ça, vous ayez imaginé une espèce de bol, une espèce de demi-sphère, et en fait, on va projeter l'intersection de ce plan avec, disons, le fond du bol, et en fait, la projection stéréographique, c'est-à-dire si on regarde de dessus, si on regarde en carte, ça va donner ça. Là, par exemple, c'est un plan d'azimut nord-sud avec un pendage 45 degrés vers l'est. S'il pendait vers l'ouest, ce serait de l'autre côté. Là, c'est un plan qui plonge un peu moins. Donc, vous voyez, par rapport au plan précédent, l'intersection va être différente. Un plan vertical, il va passer par le fond du bol, disons. Et si vous avez un plan qui a un azimut différent, bah pareil, vous allez avoir une intersection différente. Voilà. Globalement, alors le principe de la projection stéréographique, c'est une explication très rapide et très simpliste. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ce genre de projection sur des sphères, on va pouvoir projeter le plan de faille, le plan auxiliaire, et entre le plan de faille et le plan auxiliaire, représenter en fait les secteurs en compression et en dilatation et donner leur disposition dans l'espace. Vous voyez par exemple, le cas le plus simple, le plus facile à représenter parce qu'on a un plan vertical, une faille en décrochement, là vous avez un décrochement qui joue comme ça. Donc si la fracture s'initie ici, là c'est l'épicentre, mais vous avez le foyer un petit peu en dessous. Donc là vous avez votre secteur en compression, votre secteur en dilatation. Donc si vous représentez vos deux plans sur une sphère ça c'est ce qu'on appelle une sphère focale, c'est-à-dire une sphère qui va décrire le mécanisme de la rupture au foyer du séisme. Donc c'est une projection stéréographique, mais la projection stéréographique, on peut s'en servir en d'autres choses, notamment en tectonique. Vous allez avoir votre plan de faille qui est celui-là, le plan auxiliaire qui est celui-là. Alors je précise, si vous avez juste ça, vous ne pouvez pas savoir quel plan est le plan de faille. Évidemment, il faut savoir un petit peu la géologie de la région pour savoir quel plan correspond au plan de faille. Donc là, je vous ai mis cette faille-là. Ce plan-là qui correspond au plan de faille. Et là, vous avez vos secteurs en compression et en dilatation. Donc en gros, une faille décrochante, ça ressemble à ça. Une faille normale, ce qui va se passer, c'est que vos secteurs en compression vont être là et vos secteurs en dilatation vont être là. Intuitivement, vous pouvez dire c'est un petit peu logique parce que vous avez, disons, de l'extension. Donc, vous avez quelque part de la matière qui va aller vers les côtés, pour faire simple. Et là, vous allez avoir un amincissement, donc vous allez au contraire avoir de la matière qui va partir. Donc, c'est une manière un peu intuitive de comprendre que quand vous projetez ça sur votre sphère stéréo, quand vous mettez ça en projection stéréographique, vous allez obtenir ce genre de choses, avec ça qui est le plan de faille. Donc, avec le blanc au milieu et le noir au côté, pour faire simple. Et pour une faille inverse, vous allez avoir le contraire, c'est-à-dire avec la compression au milieu, la dilatation sur les côtés. Si vous n'avez pas compris vraiment dans les détails la projection stéréographique, ce n'est pas grave. Pour résumer, en fait, quand on fait ce genre de choses, on est capable de, en localisant les secteurs en compression et en dilatation, et en localisant aussi le plan de faille, en devinant quel est le plan de faille, donc avec les indices géologiques en fonction de la zone où a lieu le séisme, on est capable en fait de distinguer les différents mécanismes de rupture, donc mécanisme en décrochement, faille normale ou faille inverse. Évidemment, comme pour les failles, il y a des mécanismes qui sont un peu mixtes entre ces trois trucs-là. Ça, c'est les trois trucs les plus simples. Par exemple, le séisme de Sumatra le 26 décembre 2004, un gros séisme, ici donc sur la faille, au niveau de la faille, c'est-à-dire au niveau de l'interface entre le panneau plongeant et la plaque chevauchante, donc au niveau de la subduction de Sumatra. Ce séisme-là, qui a fait un gros tsunami le 26 décembre 2004. Vous voyez, son mécanisme au foyer, c'est ça. Alors en fait, le plan de faille, c'est celui-là. Et vous voyez, il a un pendage très très faible, parce qu'il est très proche de l'horizontale. Un plan de faille donc c'est un pendage de 8 degrés, si je ne dis pas de bêtises. Souvent, les grands séismes
faille inverse, vous pouvez avoir des pendages très faibles comme ça. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc là, vous voyez bien le secteur en compression au milieu, les deux secteurs en dilatation au centre. Voilà, c'est pour vous expliquer ça. Alors, l'intérêt de faire ces mécanismes au foyer, c'est que ça, en fait, c'est vraiment ça qui vous donne une idée de l'orientation du plan de rupture et également de la direction de la rupture. Hein, c'est parce que, encore une fois, là, la rupture, elle a eu lieu en profondeur. Hein, elle ne s'est pas forcément propagée jusqu'en surface. Et même si elle s'était propagée en surface, on n'aurait pas forcément dépêché, disons, un bathyscaphe pour aller mesurer les changements les changements de configuration du fond marin. Évidemment, quand on a ça, on peut l'enregistrer avec les sismographes, avec les sismomètres, et c'est beaucoup plus facile de voir ça, et ça donne une meilleure idée. D'ailleurs, en fait, ces mécanismes au foyer, je m'écarte un petit peu disons, du sujet des séismes à proprement parler, mais quand on a élaboré les premiers modèles de tectonique des plaques, c'est-à-dire qui cherchaient à... Oui? Il y a une question? Non? Ok. Les premiers modèles qui cherchaient à élaborer, disons, les vitesses des plaques les unes par rapport aux autres, pour les plaques en divergence, ça va, c'était facile, hein, parce qu'on avait des anomalies magnétiques, disons, qui jalonnaient la vitesse d'extension des plaques. Vous aviez des failles transformantes qui vous donnaient l'orientation du mouvement par rapport aux plaques. Donc pour les failles, pour les zones en divergence, c'était facile. Mais pour les frottières en convergence, on n'avait pas de données, puisqu'on n'avait pas de dorsale, donc on ne savait pas faire ça. Et donc on n'avait pas de données pour la vitesse de convergence des plaques, mais on avait ces séismes-là qui nous donnaient quand même la direction en fait, du mouvement des plaques. Voilà. Donc, voilà, c'est une petite digression qui vous montre un peu quand même l'intérêt de se casser la tête à faire ces projections-là. C'est quand même une source d'information assez importante. Et en plus, vous voyez, là, je vous dis, donc, ça, c'était, disons, un séisme en faille inverse. Donc, évidemment, ici, on aurait pu le deviner, hein, parce qu'on est sur la fosse de Sumatra. Mais disons que la sismicité, en fait, ça peut donner des indications vraiment sur la sismicité active au niveau d'une faille. Par exemple, ici, vous avez, je vais éclaircir mon propos parce que je ne suis pas sûr d'avoir été très clair. Vous avez ici ce qu'on appelle une dorsale fossile, c'est-à-dire une dorsale qui n'est plus active. L'extension est passée là. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez une extension ici entre la plaque Inde et la plaque Australie. Cette dorsale est fossilisée, donc vous avez tout un ensemble de failles normales qui ont été fossilisées, qui ont été inactivées. En fait, cette zone, c'est ce qu'on appelle la frontière diffuse Inde-Australie, parce qu'en fait, vous avez de la déformation diffuse. Vous avez de la sismicité sur toute cette zone. Vous voyez. Alors, vous vous dites, c'est une ancienne zone en extension. La sismicité, ça doit être des failles normales. Donc, on s'attend à avoir des séismes en faille normale. Sauf que quand on fait les mécanismes au foyer, dans cette zone-là, on a ça. C'est-à-dire des séismes en faille inverse. En fait, ça nous renseigne vraiment sur la sismicité active aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette zone-là est reprise en compression. En fait, c'est lié au mouvement de la plaque Australie qui remonte vers le nord. Donc, vous avez de la compression ici. Et en fait, ces failles-là, qui avant étaient des failles normales, disons que les plans de fracture ont subsisté, ce qu'on appelle un héritage tectonique, c'est des plans de fracture préexistants, et qui ont été réutilisés en compression cette fois-ci. Donc, en fait, ça vous montre en fait que les failles peuvent avoir une histoire un peu complexe au cours de leur histoire. Et vous voyez, l'étude de la répartition du rayonnement des ondes sismiques, de l'orientation du rayonnement des ondes sismiques, ça nous renseigne vraiment sur la sismicité active au niveau des failles, que ça montre vraiment qu'aujourd'hui, vous voyez, on a de la compression. Autre exemple, dans les Alpes qui sont une chaîne de collision, c'est-à-dire vous avez eu la collision entre l'Apulie, c'est-à-dire un bloc disons, issu de l'Afrique, entre l'Apulie et l'Eurasie, qui a causé la compression, qui a causé de grands chevauchements, de grandes failles inverses, comme le front pénique. Le fameux front pénique, pareil, vous avez peut-être le cours du premier semestre sur la tectonique des plaques. En gros, le front pénique, c'est un des grands chevauchements, une des grandes failles inverses qui a accommodé du raccourcissement au niveau des Alpes. Mais aujourd'hui, la sismicité dans les Alpes,
c'est une sismicité en faille normale, puisque la convergence s'est ralentie, et en fait, les Alpes s'effondrent sur elles-mêmes, donc vous avez l'extension localement. Voilà. Donc, si vous voyez le fond Penny, vous dites c'est une grosse faille inverse, qui a accommodé des kilomètres et des kilomètres de raccourcissement, mais aujourd'hui, en fait, elle est en train de rejouer dans le sens inverse. Vous voyez, c'est vraiment la sismicité active qui nous indique ça. Donc, encore une fois, vraiment, l'intérêt d'étudier le mécanisme de rupture à la source des séismes. Alors, une petite digression ici pour vous montrer que, en plus, ce qu'on peut identifier comme mécanisme, c'est-à-dire au niveau des zones de rupture, on peut même identifier d'autres choses que des mécanismes de rupture sismique classique, c'est-à-dire avec du glissement de part et d'autre d'un plan de faille, et donc avec de la compression et de la dilatation qui est répartie en 4 secteurs, ce qu'on appelle des séismes en double couple. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, disons que c'est un peu le séisme idéal avec un plan de faille qui glisse et avec 4 secteurs, compression, dilatation. En fait, on est capable d'identifier même des événements de secousse qui ne sont pas vraiment des mécanismes en double couple et qui nous permettent d'identifier d'autres phénomènes que de la rupture sur un plan de faille. Par exemple, ici, vous avez la mer d'Andaman, c'est-à-dire une zone où localement vous avez de l'extension, c'est-à-dire en arrière-arc de la zone de Sumatra. Ça, c'est ce qu'on appelle un bassin en poule à part, c'est-à-dire vous avez du décrochement là, et entre les deux, vous avez de l'extension très rapide, ce que vous avez aussi au niveau de la mer Morte, par exemple. Et au niveau de cette zone-là, vous avez donc des failles normales et vous avez aussi de l'injection de magma. Par exemple, en 1984, on a observé tout plein de séismes, ce qu'on appelle un essaim de séismes ou un swarm de séismes. Et en fait, quand on regarde les mécanismes au foyer, vous voyez que ce n'est pas exactement comme ce que je vous ai montré là, hein, avec vraiment une faille normale, avec 4 secteurs bien délimités. Là, vous avez le secteur en compression qui dépasse un petit peu. En fait, ce genre de choses, c'est lié, l'interprétation que c'est faite, c'est que c'est lié à de l'injection de magma dans des fissures. Donc, il va provoquer une fracture. Pour le coup, là, c'est une fracture qui se rapproche un peu du mode 1 que je vous avais décrit tout à l'heure. Donc, vous voyez, on est capable d'identifier d'autres événements que juste le glissement de part et d'autre d'une faille. Donc, ça nous montre aussi que, vous voyez, au niveau d'une dorsale, par exemple, l'injection de magma peut se faire de manière épisodique, pareil, avec des swarms de secousses. Autre exemple, là, je ne vous ai pas mis de document, mais on est capable aussi d'identifier, par exemple, des effondrements de caldeira, notamment en Islande, avec des mécanismes un peu particuliers, des mécanismes au foyer un peu particuliers. Donc, vous voyez, en fait, quand on étudie la répartition des rayonnements de zone sismique, on peut vraiment identifier les mécanismes sur un plan de faille, mais également d'autres types de mécanismes. Voilà, donc, je vous ai mis interprétation, intrusion de dike. Donc les dikes, vous voyez, c'est les fissures verticales dans lesquelles vous avez du magma qui est injecté. Et alors, quand on observe ça, par exemple, sur des mécanismes au foyer, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que vous connaissez comme mécanisme physique brutal qui envoie de la compression dans toutes les directions? Ça, c'est plus une petite curiosité, mais c'est le genre de choses aussi qu'on peut enregistrer avec des sismomètres. Quand vous avez de la compression comme ça dans toutes les directions, qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Si je vous dis par exemple que c'est le genre de choses qu'on peut observer régulièrement, disons, en Corée du Nord. Vous ne voyez pas? Une explosion, tout simplement. Vous voyez, quand vous allez avoir une explosion, vous allez avoir des ondes de compression-dilatation qui vont être envoyées dans toutes les directions. Et en fait, ça va envoyer de la compression dans toutes les directions. C'est-à-dire que vous allez avoir un mouvement d'éloignement partout par rapport à la source des ondes, surtout les sismomètres à la surface de la planète. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que les premiers réseaux sismométriques mondiaux ont été mis en place dans les années 60. Évidemment, ça a un intérêt scientifique et même considérable en termes de gestion du risque sismique. Mais évidemment, si ça s'est fait dans les années 60, ce n'est pas tout à fait innocent non plus, parce que c'était un contexte de tension politique relativement importante, pour dire ça de manière un peu féministique, puisque c'était la guerre froide.
Et en fait, c'était la période de prolifération des armes nucléaires. Et en fait, là, disons une motivation qui a vraiment favorisé la mise en place du réseau sismométrique mondial, ça a été en fait la surveillance nucléaire, la surveillance des essais nucléaires. Voilà. Vous voyez, ça a eu, ça a eu un intérêt scientifique ultérieur, mais disons que ce n'était pas la motivation première. Pareil, hein, pour la cartographie du fond des océans, ça a été scientifiquement crucial pour les géologues, hein, ne serait-ce que parce que ça nous permet de connaître 2/3 de la surface de la planète. Mais on s'est vraiment mis à cartographier le fond des océans à partir du moment où on s'est mis à envoyer des sous-marins, en fait. Hein. Donc bon, mais bon, on ne va pas cracher dans la soupe, hein, parce que ça nous a quand même permis de faire de grandes découvertes. Voilà. Donc on sait localiser des séismes, on sait caractériser les mécanismes au niveau des séismes, au niveau du plan de faille. On sait même caractériser quand c'est des secousses qui ne sont pas vraiment liées à un plan de faille. Alors maintenant, comment on peut se poser la question de comment on quantifie un séisme, comment on estime la force, disons, d'un séisme. Et donc là, je vais vous définir ce qu'on appelle la magnitude, un terme que vous connaissez tous, hein, parce qu'on entend régulièrement dans les médias, chaque fois qu'il y a un séisme. À ne pas confondre évidemment avec l'intensité dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'intensité de Mercalli, qui est une échelle de dégâts. L'intensité de Mercalli, vous voyez, c'est quelque chose qui a un intérêt d'un point de vue décisionnel. Disons que c'est ce genre de cartes-là, les cartes d'intensité, c'est ce qu'on produit notamment quand on décide de quelle zone va être classée en catastrophe naturelle, par exemple. Oui, ça a ce genre d'intérêt. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui veut nous renseigner en soi d'un point de vue scientifique sur la physique du séisme. Ce qui nous renseigne sur la force du séisme, disons, on va dire l'énergie du séisme, l'énergie dégagée par la rupture sismique, c'est ce qu'on appelle la magnitude de moment, ou la magnitude locale, si je dis pas de bêtises. Non, pas la magnitude locale, non, c'est pas ça. La magnitude de moment. En fait, le moment sismique, ça va correspondre au coefficient de rigidité, c'est-à-dire une propriété, une propriété de la lithosphère. En général, c'est une constante qui vaut à peu près 30 gigapascales, 30 milliards de pascal. Coefficient de rigidité multiplié par le déplacement moyen le long du plan de faille et multiplié également par la surface du plan de faille, la surface qui casse. Alors évidemment, la surface qui casse, le glissement, ça c'est le genre de choses qu'on peut estimer a posteriori avec des déplacements qu'on enregistre en surface, notamment avec du GPS, hein, avec des inversions géophysiques. C'est-à-dire qu'à partir des déplacements et à partir d'un modèle mathématique qui relie la déformation en profondeur à la déformation en surface et avec des algorithmes d'essai-erreur, on est capable d'estimer, disons, la répartition du glissement sur un plan de faille. Mais on peut aussi tout simplement directement calculer le moment sismique avec l'analyse des sismogrammes. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est des choses très techniques, hein, mais en gros, on analyse les formes d'ondes et ce genre de choses. Et donc, le moment sismique, vous voyez, mu en pascal, D, déplacement moyen en mètres, et S, la surface en mètres carrés. Vous avez donc des pascals fois des mètres cubes, des newtons fois des mètres. Et en fait, ça, c'est homogène à une énergie. C'est des joules, en fait. Ça représente un travail. C'est vrai que pour ceux d'entre vous, éventuellement, qui n'ont pas vraiment fait de la physique, ce n'est pas forcément intuitif de croire que quand on multiplie une pression par un volume ou quand on multiplie une force par un déplacement, ça fait une énergie. Mais pour vous prendre un exemple simple, vous prenez un piston, hein, c'est une des images utilisées le plus fréquemment en physique. Vous imaginez, vous avez un piston sur lequel vous appliquez une force F, vous le faites se décaler d'une longueur L, et en gros, l'énergie que vous aurez fournie, c'est-à-dire l'énergie mécanique, le travail mécanique que vous aurez fourni, ça va correspondre à la force que vous aurez appliquée fois le déplacement, pour faire simple. Donc, vous voyez, vous avez bien des newtons de force fois des mètres. Ça correspond bien, en fait, à l'énergie du séisme. Et en fait, ce qu'on va utiliser, c'est la magnitude, disons la grandeur qu'on va utiliser pour quantifier le séisme, c'est la magnitude qui va prendre 2/3 du logarithme du moment sismique, logarithme décimal, moins 6.
Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est qu'un logarithme? Parce que vous êtes peut-être littéraire pour certains. Moi, c'est très vieux. C'est très vieux. Je vais expliquer simplement. En gros, le logarithme décimal, ici, c'est la fonction réciproque de la fonction puissance de 10. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends 1, c'est 10 puissance 0. Donc, le logarithme de 1, c'est 0. Tu prends 10, c'est 10 puissance 1. Le logarithme de 10, c'est 1. Tu prends 100, c'est 10 puissance 2. Le logarithme de 100, c'est 2, etc. De 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Logarithme de 1 milliard, c'est 9. Voilà. En gros, l'intérêt du logarithme, c'est que ça va permettre disons, de ramener à un même ordre de grandeur des données chiffrées qui peuvent varier énormément. C'est-à-dire que, en gros, en magnitude, tu vas avoir des choses qui vont aller de 0 à 9. Sur une échelle logarithmique, quelque chose qui va aller de 0 à 9. Ça va te permettre de traiter des données chiffrées qui vont de 0 à 9 qui vont de 0 à 9 au lieu de manipuler des chiffres en fait, qui peuvent varier n'importe où entre 1 et 1 milliard. En fait. Voilà. C'est l'intérêt pratique du logarithme pour bien faire sentir la chose. Aussi, la chose qu'il faut bien comprendre du coup avec le logarithme, c'est que, disons que une addition sur un logarithme, ça va correspondre à une multiplication sur ce qu'il y a à l'intérieur du logarithme. Par exemple, alors avec le coefficient 2 tiers là, si tu prends un séisme de magnitude 9, il ne va pas être plus puissant d'une telle puissance que par rapport à magnitude 8. Il va être 32 fois plus puissant qu'un magnitude 8. Un magnitude 8, il va être 32 fois plus puissant qu'un magnitude 7. Un magnitude 7, il va être 32 fois plus puissant qu'un magnitude 6, etc., etc. En fait, le 32, et si c'est 32, si ce n'est pas 10, en fait, c'est lié au coefficient de tiers en fait, qui fait ça. Voilà. Est-ce que ça va à peu près pour l'intuition, disons, qui est derrière le logarithme? Oui, merci. OK. Alors, je vous ai parlé de magnitude de moment. Je pense que vous avez tous un nom qui est sur le bout de la langue, qui est le nom de Richter. Alors, évidemment, à la radio, on entend parler à chaque fois qu'il y a un séisme de telle ou telle magnitude sur l'échelle de Richter. Alors, s'il vous plaît, répandez la bonne parole autour de vous. Ça vous permettra de briller dans les dîners en famille. En fait, la magnitude qu'on utilise aujourd'hui, ce n'est plus la magnitude de Richter, pour plusieurs raisons. La magnitude de moment, en fait, que je vous ai donnée, c'est vraiment une magnitude qui vous donne une idée physique de l'énergie, disons, qui est dégagée par le séisme. Alors que la magnitude de Richter, c'est quelque chose qui est très empirique, c'est quelque chose de très observationnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été donc, établi par Charles Richter en 1935. Il a observé des séismes au sud de la Californie, c'est-à-dire des séismes bien particuliers, un endroit bien particulier, qui est donc des ondes qui ont traversé des roches bien particulières, donc évidemment selon les propriétés de la roche, hein, disons que les ondes vont se propager un petit peu différemment, et puis aussi les amplitudes vont être un peu différentes. Vous allez aussi avoir des effets de site qui vont être liés à la topographie. Vous voyez, c'est des choses très locales qui vont être difficilement généralisables. Déjà, ça, c'est un problème avec le fait que Richter il ait fait son truc au sud de la Californie. Et en plus, vous voyez, c'est quelque chose de complètement observationnel. Vous avez, disons, une magnitude là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est reporter l'amplitude que vous avez là, l'amplitude maximale sur une échelle logarithmique. Également, la distance au séisme que vous avez ici. Donc, la distance au séisme que vous pouvez estimer, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec la différence entre les ondes P et les ondes S. Donc, la distance, pareil, sur une échelle logarithmique. Vous tracez un trait là, de là à là, et vous avez votre magnitude là. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment disons, d'explication physique derrière par rapport à la magnitude de moment. En plus, donc ça c'est le côté un petit peu obsolète, et en plus, le problème, c'est que la magnitude de Richter, elle sature pour les plus gros séismes. C'est-à-dire, pour faire simple, que en gros, il ne va pas pour les séismes de magnitude, quand on commence à se rapprocher des magnitudes 7, des magnitudes 8, il ne va plus pouvoir faire la différence entre les différents séismes.
C'est-à-dire que on ne va pas pouvoir faire la différence entre un séisme de magnitude 8 et un séisme de magnitude 9. Ce qui est quand même gênant, parce que entre l'un des deux, entre le magnitude 8 et le magnitude 9, je vous ai dit qu'il y en a un qui est 30 fois plus puissant que l'autre. Vous voyez, donc ça, c'est les différents problèmes. En fait, hein. Voilà, l'échelle de Richter, c'est quelque chose qui est assez obsolète, hein, qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Donc, quand vous avez des magnitudes, par exemple, le séisme qui a lieu au large des îles Loyauté et de la Polynésie française, non, pas de la Polynésie, pardon, de la Nouvelle-Calédonie il y a 2 jours, magnitude 7,7, vous avez sûrement entendu à la radio ou à la télé 7,7 sur l'échelle de Richter. Ben non, ce n'est pas l'échelle de Richter, c'est l'échelle des magnitudes de moment. Voilà. Alors, les magnitudes de moment, donc l'intérêt, c'est que je vous ai dit que c'est relié à des grandeurs physiques, la répartition du glissement sur le plan de faille, l'air de la zone qui va casser, la quantité de glissement. Et donc, en fait, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir associer à des ordres de grandeur au niveau des failles. Je vous invite à regarder la vidéo donc, de Romain Jolivet, hein, qui est professeur à l'ENS. Donc, le département de géosciences a fait une série de vidéos avec des ordres de grandeur de différents processus géologiques, processus atmosphériques également, notamment. Vous avez Basile, hein, qui regarde ce cours, je crois, qui vous a fait des choses sur les nuages. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez des choses très variées, des vidéos, une série d'ordres de grandeur. Et là, vous avez une vidéo donc, dont je me suis servi pour vous donner des ordres de grandeur, en fait, de la taille d'un séisme. En fait, disons, quand on a un séisme de telle ou telle magnitude, à quelle taille de fracture ça peut correspondre. Là, je vous ai mis 2 exemples assez simples. Par exemple, là, vous avez les séismes d'Amatrice en Italie. Donc, des séismes qui ont lieu en 2016, des séismes qui ont fait pas mal de morts, qui ont fait quelque chose comme 300 morts. Donc ça, c'était des séismes en faille normale, si je ne dis pas de bêtises. Là, c'est la carte de l'intensité de Mercalli, hein, pour vous montrer où est l'épicentre, hein, globalement. Je n'ai pas réussi à trouver des cartes de répartition sur le plan de faille. Mais en gros, à magnitude 6, vous voyez, vous avez eu une rupture de plan de faille de 40 km de long, de 50 km de large. Ça, c'est la surface du plan de faille. Un glissement qui avoisine les 50 cm. Si vous calculez grossièrement la magnitude, vous avez quelque chose qui tourne autour de 6. C'était quelque chose comme 6,3, 6,5 globalement. Oui. Donc ça, c'est un séisme de magnitude de 6. Hein, c'est quelque chose de relativement moyen. Même si ça fait beaucoup de dégâts, mais bon, ça c'est plus lié aux infrastructures, disons. Ça, on y reviendra éventuellement plus tard dans la gestion du risque. Autre séisme un peu moins récent, mais plus connu, puisque la catastrophe de Tohoku qui a provoqué un tsunami, notamment le tsunami qui a fait beaucoup de morts, mais aussi le tsunami qui a endommagé la centrale de Fukushima. En fait, ce tsunami a été provoqué par un séisme de magnitude 9, ce qui est un gros séisme, hein, par rapport aux magnitudes 6, vous pouvez calculer, c'est 30 fois 30 fois 30 fois plus puissant, c'est-à-dire 900 fois 30, 27 000 fois plus puissant, en fait, si je ne dis pas de bêtises, par rapport au séisme dont je vous ai parlé, le séisme de la Matrice. Et vous voyez, en fait, ce séisme-là, donc là, c'est un document que j'ai trouvé sur le site de Caltech, qui répertorie certaines données sur des sismiques récents, l'Observatoire tectonique de Caltech. Là, vous voyez ici en étoile, en fait, c'est la zone où la fracture s'est vraiment initiée. Et en fait, la zone s'est propagée, hein, le long du plan de faille. En fait, tout n'a pas glissé en même temps. Hein, le glissement, vous voyez en plus, hein, vous avez ici un petit graphique qui vous indique la durée du glissement. Ça a duré quand même pendant 1 minute et demie, ce truc-là. Mais vous voyez, pour vous donner une idée, ça, c'est un plan de faille de 400 km x 50 km qui a glissé. Donc, par rapport à l'autre, c'était 40 x 5. Donc, en termes de surface, c'est 100 fois plus déjà. Vous avez un glissement de 50 mètres, c'est quand même énorme. Vous avez un déplacement de roche, vous avez quelque chose qui fait 400 x 50 km, qui s'est déplacé de 50 mètres en 1 minute, une minute et demie, en fait, hein, une centaine de secondes. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Et ça vous a donné une magnitude 9,1. Voilà. Disons que le plus gros séisme qu'on a jamais enregistré, c'est un séisme au Chili qui a eu lieu dans les années 60. C'est magnitude 9,2, si je ne m'abuse. 9,2 ou peut-être 9,3. 9,2. Allez, après, évidemment,
de magnitude 9, c'est correspond au plus gros séisme. On est contraint aussi de manière un peu physique par les failles qui sont présentes. Hein. J'ai vu, pendant que je faisais des recherches sur ce cours, ce qu'il faudrait, par exemple, pour faire un séisme de magnitude 10. Pour faire un magnitude 10, en fait, il faudrait que vous ayez toute la zone de subduction de l'est du Pacifique, c'est-à-dire vraiment tout le contour ouest du continent nord-américain et du continent sud-américain qui rompent en même temps. Ça ferait quelque chose de vraiment gigantesque. Pour avoir un séisme de magnitude 10,5, ils ont fait des calculs, et si vous faites rompre toute la ceinture de feu du Pacifique, c'est-à-dire tout en partant de la Patagonie, le Chili, les Rocheuses, l'Alaska, le Japon, les Philippines, l'Indonésie, la fosse des Tonga, vous faites casser tout ça en même temps, vous faites casser tout le pourtour du Pacifique, et vous n'arrivez même pas à faire un séisme de magnitude 10,5. Donc vous voyez, au bout d'un moment, en termes de magnitude, on est un peu contraint aussi par les objets géologiques. Hein, voilà. Ce qui vous explique un peu que voilà, les 9,2, peut-être 9,3 éventuellement, on ne peut pas vraiment envisager qu'il y ait un plus gros séisme que ça. Voilà. Voilà. Alors, je vous ai parlé de différents types de failles, différents types de mécanismes. Et on peut se poser la question en fait de quelles failles font les plus gros séismes. Et en fait, vous voyez, en général, à l'ordre de grandeur, les séismes qui ont lieu en faille normale, comme le Matrice, c'est des choses qui tournent autour de 6, 7 en magnitude. On tourne au niveau d'une faille comme la faille de San Andreas, c'est un peu plus, c'est des choses comme en décrochement. Vous avez des choses qui peuvent tourner autour de 7 ou 8. Vous voyez, j'ai en tête quelques séismes qui ont lieu au cours du XXe siècle lors de la faille de San Andreas, au niveau de la faille de San Andreas, mais oui, vous avez des choses du genre 7,8. Mais en fait, les zones qui font vraiment les plus gros séismes, ce sont les failles inverses, notamment au niveau des zones de subduction. En fait, la raison pour ça, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est lié par rapport aux orientations et des contraintes, les failles inverses, notamment les chevauchements, ont des pendages assez faibles, puisque en fait, les contraintes principales sont horizontales. Enfin, les contraintes maximales, pardon, sont horizontales, puisque vous avez de la compression. Je vous passe les détails de mécanique de la fracture, hein, mais en gros, quand vous avez des failles inverses, quand vous avez des failles en compression, vous avez des failles qui ont un pendage assez faible. La conséquence étant que quand vous avez un pendage assez faible, disons que la surface de faille qui va se retrouver dans la zone sismogène va être plus importante. La zone sismogène, le haut de la lithosphère, je vous ai dit que les séismes étaient confinés vraiment, disons, à la tranche la plus superficielle de la Terre. C'est bête, je ne vais plus vous faire des schémas. Les séismes sont vraiment liés, on va dire, à une épaisseur donnée. Et si vous avez une faille qui traverse toute cette épaisseur avec un pendage très faible, vous voyez que la surface de la faille qui va se retrouver dans la zone cassante va être très importante par rapport à une faille qui va traverser par exemple verticalement, directement, comme une faille inverse, comme une faille décrochante par exemple. Vous allez avoir une faille verticale et disons que la surface qui va se retrouver dans la zone superficielle va être moins importante. Je ne sais pas si c'est très clair. En gros, pour faire simple, les grandes failles au niveau des zones de subduction, notamment les failles qui sont très horizontales comme ça, vous avez une zone plus importante qui peut casser, et donc ça explique que vous pouvez avoir des surfaces de rupture très importantes. Et donc, les zones de subduction, voilà, c'est les zones où vous avez les plus forts séismes, ce qui m'amène du coup à vous parler un petit peu du risque sismique, de son évaluation et de sa gestion. Alors, le risque sismique, comme tous les risques géologiques, c'est vrai aussi pour le risque volcanique, ce n'est pas quelque chose que je vous ai spécialement défini la dernière fois, mais pour le risque sismique, c'est les risques naturels, en fait, de manière générale, c'est quelque chose qu'on définit par la probabilité qu'un événement naturel soit destructeur, qu'il organise des dégâts humains et matériels. Et en fait, c'est la combinaison de deux choses. Déjà, vous avez un aléa, c'est-à-dire l'aléa qui est la probabilité de l'occurrence d'un événement naturel, en l'occurrence d'un fort séisme. Alors, évidemment, ça, c'est un aléa, c'est quelque chose qui dépend de la nature, qui dépend de la physique. Vous voyez, c'est quelque chose
qui ne dépend pas de si vous avez des populations juste à côté. Si vous avez une grosse fosse de subduction qui vous fait un séisme énorme et que vous n'avez personne qui habite à côté, en termes de risque, vous n'allez pas avoir quelque chose de fort. En fait, le risque, il va arriver quand on combine l'aléa, c'est-à-dire la probabilité de l'occurrence de l'événement naturel, avec l'exposition des populations. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des populations, une densité de population importante qui vit juste à côté. Par exemple, vous avez la Californie de l'Ouest, si vous avez le Japon. Le Japon, vous avez 2 fois plus de gens qu'en France. Vous avez 135 millions de personnes qui vivent dans un espace, dans une surface 2 fois plus grande. Et en plus, vous avez des densités urbaines très importantes. Et comme je vous l'ai montré, vous avez 3 zones de subduction. Donc, vous avez des populations qui sont exposées. La vulnérabilité, ça se calcule également avec l'exposition des constructions, la qualité des infrastructures, l'éducation des populations. Vous voyez, c'est quelque chose que, quand je vous dis qu'on calcule un risque, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on calcule vraiment de manière scientifique. Enfin, vous avez des variables un peu. Quand vous avez des gens qui font des cartes de risque, pareil, à l'intention des décisionnaires, c'est quelque chose qu'ils vont calculer sur certains critères très précis. Mais voilà, en gros, conceptuellement, c'est ça, un risque. Vous avez à la fois l'aléa et la vulnérabilité. Alors, quand on s'intéresse à l'aléa sismique, en quoi il consiste? Déjà, je vous ai parlé de la propagation d'ondes, je vous ai parlé tout à l'heure de la différence entre des ondes de surface et des ondes de volume. Vous voyez, les ondes de volume, les ondes P et les ondes S, et les ondes de surface. Vous voyez, les ondes de surface, elles arrivent après parce qu'elles se propagent un peu plus lentement, et aussi parce qu'elles se propagent à la surface, donc elles ne vont pas se propager, elles ne vont pas prendre le raccourci, disons, par la profondeur du globe. Mais les ondes de surface, elles correspondent à des amplitudes de mouvement du sol beaucoup plus importantes. En fait, la raison étant que quand vous avez des ondes de volume, vous avez des choses qui vont se déplacer sur un volume, en fait, et vous allez avoir une énergie. Une onde, disons que c'est la propagation d'une perturbation du milieu physique, une onde, et ça va vous transporter une énergie. Et en fait, cette même énergie, au fur et à mesure que votre onde va se propager, une même énergie au départ qui va rayonner à partir de votre source va être répartie sur une surface plus importante, alors que puisque ça va rayonner en 3D en fait. Alors que les ondes de volume, l'énergie en fait, elle va être répartie sur une espèce de cercle qui va rayonner à partir de l'épicentre. Pareil, j'aurais peut-être dû vous mettre des schémas, mais tout ça pour vous dire que les ondes de volume, les ondes de surface vont s'atténuer beaucoup moins rapidement avec la distance à les sources. Pour faire simple, imaginez, vous prenez une distance D à la source sismique, entre la distance D et la distance 2D, les ondes de volume, elles vont être atténuées, c'est-à-dire que les amplitudes vont être réduites d'un facteur, si je ne dis pas de bêtises, 8. C'est-à-dire qu'entre la distance D et la distance 2D, les ondes vont être, en gros, ça va onduler 8 fois moins fort que la distance D. Alors que pour les ondes de surface, elles vont être amorties que d'un facteur 4. C'est-à-dire qu'entre la distance 2D et la distance D, la force, disons, de la secousse va être diminuée que par 4. Pour faire simple, les ondes de volume, les ondes de surface vont avoir une amplitude qui va rester forte, même loin de la source sismique. Voilà, je ne sais pas si je pense que vous m'avez compris. Donc, les mouvements vont être plus importants. Et en plus, si on s'intéresse disons, au type de mouvement, alors ça, c'est le genre de choses qu'on peut établir en fait en regardant vraiment avec des sismogrammes dans les 3 directions de l'espace. Vous avez, au sein des ondes de surface, vous allez avoir des mouvements qui vont être occasionnés par les ondes de Love, notamment. Vous allez avoir vraiment des secousses de sol, disons, de droite à gauche, perpendiculairement en sens de propagation de l'onde. Et les ondes de Rayleigh, qui vont, disons, ça va être une espèce de gros rouleau, en fait, qui va se propager. Donc, non seulement vous avez des amplitudes fortes, mais en plus, vu les mouvements, voilà, autant vous dire que les bâtiments, quand ils se prennent ça dans la tête, ils n'aiment pas en général. Alors, autre aléa qui est lié au séisme, c'est évidemment les tsunamis. Alors, les tsunamis, quand vous allez avoir un séisme, par exemple le séisme de Tohoku, qui va avoir lieu au large, le séisme de Tohoku, même le séisme de Sumatra, vous allez avoir parfois un décalage
de part et d'autre du plan de faille, qui va se propager jusqu'à la surface, c'est-à-dire jusqu'au plancher océanique. Et en fait, ce plancher océanique, au niveau du plancher océanique, donc ça va proposer une secousse, en fait, ça va faire des vagues. Alors en plus, ça va générer des vagues qui vont se propager. En plus, vu que, il me semble, vu que parfois le glissement, c'est pas quelque chose qui se fait instantanément, hein, ça peut se prolonger parfois sur quelques secondes, voire une minute. Et en fait, disons que le glissement, il me semble qu'il va amplifier les vagues, hein. Les vagues elles vont s'amplifier les unes entre elles, parce qu'il va y avoir des interférences constructives, il me semble. Bon, pour faire simple, ça va créer des vagues assez fortes. Et en plus, quand vous allez arriver, donc là, vous avez le plancher océanique, hein, la plaine abyssale, mais quand vous allez arriver au talus continental et à la plateforme continentale, vous allez avoir une baisse de la profondeur assez brutale. Et quand vous allez avoir ça, eh bien, quand vous allez avoir une baisse de profondeur, vous allez avoir la surface de votre tranche d'eau qui va diminuer. Et en fait, le résultat que ça va avoir, c'est que les vagues en fait, vont énormément s'amplifier. Donc, vous allez avoir des vagues extrêmement hautes qui vont être générées. Voilà. Donc, évidemment, les vagues qui peuvent faire plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres, en fait, elles ne sont pas là. En fait, c'est vraiment là qu'elles se génèrent. C'est vraiment près des côtes qu'elles se génèrent. Et donc, évidemment, les vagues, les vagues qui peuvent parfois se propager dans l'intérieur des terres sur des dizaines de kilomètres. Je n'ai pas spécialement besoin de vous faire un dessin sur les dégâts matériels et humains que ça peut occasionner, non seulement sur les infrastructures, les bâtiments, les noyades. Voilà. Autre aléa qui est lié au séisme, ce sont des glissements de terrain. En fait, les séismes vont déstabiliser des pentes. C'est-à-dire que vous allez avoir certains endroits où vous avez des pentes plus ou moins stables et vous allez avoir des roches un peu poreuses. Alors, une roche, par définition, souvent, c'est poreux, disons, surtout en surface, vous avez de l'altération mécanique, hein, vous avez de la désagrégation. Vous aurez un cours, il me semble, sur la géologie des paysages, sur la géomorphologie, donc vous verrez peut-être ça plus en détail, hein, l'altération des roches. Mais globalement, en surface, vous avez les roches et les sols, d'ailleurs, qui sont poreux, c'est-à-dire que vous avez des vides entre eux, qui peuvent être parfois remplis d'eau, d'ailleurs. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous avez des ondes sismiques qui vont passer là-dedans, en gros, ça va poser une surpression, parfois au niveau de l'eau qui est contenue dans les pores. Donc, vu que l'eau, en fait, qui est contenue dans les pores, elle va appliquer une surpression, en fait, disons que ça va déstabiliser la pente. En gros, vous avez pour faire simple, les secousses sismiques vont déstabiliser les pentes et provoquer des glissements de terrain, encore une fois, avec des dégâts. Là, vous voyez, c'est les glissements de Las Colinas, donc c'est un séisme qui a eu au Salvador, en Guyane, le Salvador au niveau des Caraïbes. Vous avez eu aussi un peu plus récemment des séismes dans le Sichuan, en Chine, qui ont occasionné, pareil, vraiment enregistré, je crois, des centaines de glissements de terrain. En fait, c'est vraiment ça, pour le coup, qui a fait des dégâts, qui a fait quelque chose comme 20 000 morts. Voilà. Ouais, ça, c'est un autre phénomène assez important lié au séisme. Le glissement de terrain, vous pouvez en avoir des dangereux sans les séismes, hein, mais voilà. Les séismes peuvent provoquer ces glissements de terrain. Alors, donc je vous ai parlé des ondes sismiques, je vous ai parlé de relâchement brutal d'ondes au niveau du plan de faille. Alors en fait, la prédiction d'un séisme, c'est un peu compliqué. La temporalité du séisme, ça va s'inscrire dans ce qu'on appelle un cycle sismique. Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau d'un plan de faille quand vous avez un séisme? Alors là, je vous ai mis donc, le séisme de Tohoku, je vous ai mis les déplacements cosismiques, c'est-à-dire les déplacements au moment du séisme enregistrés au niveau de Tohoku. Donc, pour rappel, vous avez la fosse de subduction qui est là, la convergence qui est dans ce sens-là. Vous avez la plaque pacifique, décidément, qui va vers l'ouest, qui va vers le Japon, qui va vers le nord-ouest plutôt. Et alors, je ne vous ai pas trouvé de mouvement GPS qui vous indique l'intersismique. Disons qu'entre deux séismes, vous allez avoir, en fait, ici au niveau du Japon, des mouvements qui vont aller vers l'ouest. C'est-à-dire qu'en fait, les deux plaques vont être couplées et vont toutes les deux aller vers l'ouest. Vous n'allez pas avoir de glissement au niveau de la zone de subduction. Et en fait, ça va accommoder une déformation. Vous voyez, quand on parle de tectonique des plaques, on fait l'approximation des plaques rigides, c'est-à-dire des plaques où il n'y a pas de déformation. C'est-à-dire, si on prend deux points, en gros, sur une même plaque, vous n'allez pas avoir de changement de distance entre les deux points.
c'est une approximation qui marche globalement bien sur les plaques, sauf justement, aux limites de plaques, vous avez des déformations occasionnées par ça. Ça fait partie de ces choses-là. En fait, vous avez une déformation qui s'accumule au fur et à mesure, et au moment de la rupture sismique, vous observez ça. Vous observez donc un glissement de la plaque chevauchante par-dessus la fosse de subduction. Donc ça, c'est les flèches bleues qui vous l'indiquent. C'est les flèches qui indiquent un mouvement horizontal. Donc encore une fois, vous voyez que le glissement n'est pas réparti uniformément. En fait, c'est la répartition du glissement GPS qui peut nous permettre d'estimer la répartition du glissement en profondeur sur le plan de faille. Donc ça, c'est vraiment des stations GPS en surface, je précise. C'est vraiment des choses à observer. Donc vous avez un glissement le long du plan de faille, donc le glissement en faille inverse, et vous avez également un affaissement brutal vertical. Alors évidemment, les mouvements verticaux par GPS, c'est pas aussi précis que les mouvements horizontaux. Mais oui. Vous avez aussi d'autres moyens comme l'interférométrie radar, d'autres choses qui vous permettent de mesurer notamment les mouvements verticaux du sol de manière plus précise. Mais voilà, vous avez, en gros, au moment du cycle sismique, vous avez des mouvements brutaux qui correspondent en fait au relâchement des déformations accommodées lors du chargement, on dit, de la lithosphère. J'aurais peut-être dû vous mettre ces slides avant. Pour faire simple, vous voyez, en intersismique, vous avez la plaque plongeante qui continue à plonger, sauf que là, vous avez la zone qui correspond au chevauchement qui est bloquée. Alors, toutes les zones ne sont pas forcément bloquées. Vous pouvez avoir des zones où on a du glissement qu'on appelle asismique. Vous avez du glissement lent, à peu près continu, qui n'envoie pas d'onde sismique. Pareil, au niveau de la zone de la faille de San Andreas, vous avez des segments en glissement lent. Mais là, par exemple, vous avez une zone bloquée. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez cette zone-là qui va être entraînée par la plaque plongeante, c'est-à-dire qu'il va y avoir un couplage entre le mouvement des deux plaques. En fait, les mouvements qu'on va enregistrer là vont être à peu près les mêmes mouvements que là. C'est pour ça qu'on parle de couplage. Vous allez avoir un retrait, donc ça c'est ce qu'on enregistre en GPS, et en plus une déformation ici, vous voyez que ça, je pense que vous voyez ça de manière un peu instinctive, ça plie la faille, ça provoque ce qu'on appelle une flexure. En fait, cette déformation, qui correspond à une déformation élastique, c'est une déformation réversible. En fait, à un moment où vous allez avoir les contraintes qui vont s'accumuler de façon telle que vous allez avoir de la rupture, vous allez avoir un glissement brutal, donc cette fois-ci, vous allez avoir un relâchement de la déformation, et cette fois-ci, vous allez avoir un glissement dans ce sens-là. Donc c'est ce qu'on enregistre, vous voyez, avec les stations GPS qui vont vers le large, et aussi un affaissement en fait qui va correspondre ici à un relâchement de cette torsion que vous avez au niveau du plan de faille, que vous avez au niveau de la plaque chevauchante. Voilà, c'est pour faire simple les mouvements qu'on observe en co-sismique. Et alors, après les séismes, on peut observer encore un peu ce type de mouvement, parce que des fois, non seulement vous avez des répliques de séisme, je pense que vous connaissez ce terme, les répliques de séisme, vous voyez, vous avez... où est-ce que je vous ai mis la répartition du glissement sur le plan de faille? Oui, vous avez votre plan de faille. Évidemment, ce n'est pas toute la faille qui glisse, mais souvent, vous avez, disons, ça glisse. À côté, ça ne glisse pas. Et un petit peu après, en fait, vous avez d'autres événements de glissement en périphérie qui constituent en fait les répliques qu'on a en post-sismique. On observe aussi des mouvements parfois un peu plus lents dans ce même sens-là qui correspondent cette fois-ci en fait, à un mouvement du manteau en dessous. C'est juste que vous avez là une déformation qui se fait de manière élastique, c'est-à-dire qui va se faire de manière, on va dire, instantanée, c'est brutal. En fait, le manteau en dessous, il va se faire entraîner aussi par ce glissement brutal, sauf que ça prend un peu plus de temps, vu que lui, il a un comportement ductile, un comportement visqueux. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut observer en post-sismique. Donc ça, pareil, en gros, ça vous schématise, pareil, je ne reviens pas vraiment dessus, ça vous schématise ce qu'on peut observer. Ces flèches-là, ça correspond à ce qu'on peut mesurer par GPS, donc encore une fois, en intersismique, la plaque chevauchante qui se fait entraîner, et en co-sismique, la plaque chevauchante qui relargue cette déformation. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que en fait, les séismes, l'alternance entre relâchement de déformation, entre accumulation de déformation élastique et relâchement brutal, ça vous fait du coup un glissement entre les deux failles qui se fait de manière saccadée.
en fait, une alternance entre blocage et relâchement brutal. En fait, ça se fait de manière saccadée à notre échelle de temps. C'est-à-dire, typiquement, les séismes, ça peut être un temps de récurrence d'à peu près 100 ans, mettons. Mais à l'échelle des temps géologiques, on considère ça comme quelque chose de continu. Si vous avez un séisme tous les 100 ans, mais que vous étudiez votre zone de subduction sur une période d'1 million d'années, en fait, vous considérez que votre plaque elle bouge de manière continue. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on étudie le phénomène, les phénomènes de relâchement et le glissement saccadé, disons, au niveau d'une frontière de plaque, en fait, on étudie quelque chose de saccadé à notre échelle de temps. On étudie, en fait, ça à une échelle de temps courte. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, disons, le déplacement en intersismique, c'est-à-dire la déformation, disons, la déformation élastique de la plaque et son relâchement au moment du séisme, en fait, quand on somme les deux, on trouve en fait le mouvement à long terme. En fait. C'est un peu technique, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, mais vous comprenez bien ça, en fait. Ce qu'on appelle le cycle sismique, voilà, c'est, je vous l'ai mis, c'est une alternance, alors ça c'est un schéma conceptuel, c'est une alternance entre des périodes intersismiques, c'est-à-dire une accumulation de contraintes et de déformations, et en fait, un relâchement brutal. En fait, le relâchement brutal, il va avoir lieu quand on atteint un certain seuil, qui va correspondre en fait à ce qu'on appelle la résistance de la lithosphère. Je ne vous fais pas un cours de mécanique de roche, donc je ne rentre pas dans les détails, mais on a différents critères de rupture et critères de glissement qui décrivent ça assez bien, ça peut se calculer assez bien. Alors évidemment, ça c'est quelque chose d'assez idéalisé, quelque chose qui revient de manière un peu récurrente. Mais vous pouvez avoir des choses un peu irrégulières, parfois le mouvement, l'accumulation des contraintes, ça peut être un peu irrégulier. Parfois, vous pouvez avoir aussi des variations du seuil de rupture en fonction des variations géologiques. Vous voyez, donc ça c'est peut-être un peu exagéré. Mais tout ça pour vous dire que quand on vous dit, par exemple, que vous avez le long d'une taille faille, un séisme à peu près tous les 100 ans, c'est en moyenne en fait. Mais des fois, ça peut être un séisme qui a lieu 98 ans après le précédent. Parfois, ça peut être 90 ans, parfois ça peut être 105. Parfois, ça peut être 150 ans sans séisme. Donc, vous voyez, c'est le genre de chose en fait, qui est insignifiant à l'échelle géologique, mais qui, à notre échelle de temps, est très handicapant quand on cherche à prédire un séisme. D'autant plus qu'un séisme, il n'y a pas vraiment, vous voyez, c'est quelque chose de très brutal, c'est quelque chose qui dure, c'est un relâchement en quelques minutes de déformation qui s'est accumulé pendant des dizaines, voire pendant une centaine d'années. Il n'y a pas vraiment de signe avant-coureur. Alors, a posteriori, dans l'étude de certains séismes, il semblerait qu'on a pu quand même, pour certains, identifier des phases d'accélération un peu du mouvement qui précèdent le séisme de quelques jours ou de quelques heures. Donc, quelques signes avant-coureurs qui ont été identifiés a posteriori, coucou. Mais voilà, on a des pistes potentiellement de peut-être certaines choses qui pourraient nous permettre de dire quand va avoir lieu un séisme. Mais au stade des connaissances actuelles, dire quand va avoir lieu un séisme avec certitude, c'est très compliqué. Alors, ce qu'on peut identifier en l'occurrence, en revanche, ce sont les zones à risque. Ici, par exemple, je vous ai mis un document qui vous indique les mouvements. Je sais pas, j'aurais dû vous mettre ça en fait, parce que là, on a des mouvements intersismiques au niveau de la fosse du Chili. Ouais, donc là où vous avez eu un séisme, par exemple le séisme de Concepción en 2010, une étude de 8,5, un gros séisme. D'ailleurs, en plus, est-ce qu'on a. Voilà, ah oui, en plus, voilà, là, 1960, le plus gros séisme jamais enregistré, donc 9,5. Je vous avais dit 9,2, 9,3, non, c'est 9,5. Ça, c'est le plus gros séisme le plus gros, jamais enregistré. Donc voilà, c'est pour corriger ce que je vous ai dit précédemment. Là, en fait, on a des mouvements GPS intersismiques de la plaque chevauchante, donc des mouvements relatifs par rapport au Pacifique. Et vous voyez en fait que là, vous avez une zone de convergence, normalement, que vous attendez à voir, je ne sais pas, moi, la plaque sud-américaine qui va aller vers l'ouest, qui va chevaucher la plaque pacifique. Mais non, vous voyez, en fait, là, vous avez des mouvements vers l'est. C'est-à-dire que vous avez certaines zones. En fait, là, la plaque sud-américaine se fait entraîner par
par la plaque pacifique plongeante. Donc en fait, c'est ça en fait, hein, c'est ce dont je vous ai parlé. En fait, c'est le couplage entre le mouvement des deux plaques, parce que la zone de rupture est bloquée. Vous avez de la déformation qui s'accumule. Et en fait, vous voyez quand même que la répartition de ces mouvements GPS n'est pas uniforme. Et en fait, ce qu'on peut identifier, c'est les zones de fort couplage, les zones de fort couplage en fait, qui correspondent à des zones de plus fort risque de la rupture. Voilà. Donc, bon, alors, évidemment, chose évidente que je vous ai plus ou moins sous-entendu, identification des zones à risque, bah, déjà, les limites de plaque en soi sont des zones à risque, mais même au sein des limites de plaque, on est capable de raffiner ça en, en donnant les zones qui sont un peu plus à risque, les zones qui sont plus couplées par rapport aux zones qui sont moins couplées, qui se déforment moins vite, ou même carrément par rapport aux zones en fait, qui ne sont pas du tout couplées et qui glissent tranquillement en fait, hein. Voilà. On peut aussi le faire en estimant en fait donc les zones qui ont le plus de chances de glisser avec disons une étude du glissement cumulé. En fait, bon, évidemment, ça c'est des enregistrements sur les périodes historiques. Donc évidemment, on est relativement limité dans le temps pour ça. Mais vous voyez, par exemple, ça c'est l'exemple de la faille nord-anatolienne. C'est, disons, un exemple assez important pour ça, parce que scientifiquement, ça a été, ça a été assez balèze, hein, disons, quand on a vraiment réussi à mettre en évidence ce genre de choses. En fait, le long de la faille, vous avez eu différents séismes. Donc là, je vous rappelle, c'est une faille décrochante dextre. Et on a pu identifier donc, vous voyez, le glissement cumulé en fonction de la zone. Vous voyez. Par exemple, en 1939, vous avez toute cette zone-là qui a glissé. 1942, vous avez eu du glissement là. 43, vous en avez eu là. Vous voyez l'idée. Ça, c'est le glissement cumulé, en fait, au cours de l'histoire de l'enregistrement, depuis 1939. Et en fait, donc, on peut identifier des choses qui se rapprochent de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire des zones qui ont peu glissé. C'est-à-dire, par exemple, là, vous avez déjà une espèce de progression vers l'ouest du glissement. Et vous avez une zone qui a assez peu glissé là. Donc potentiellement, la zone qui a peu glissé, ça pourrait représenter une zone bloquée et une zone qui a plus de chances de glisser. Ça pourrait être le cas ici aussi. Donc, vous voyez, vous avez un gap qui représente en fait un déficit de glissement. C'est-à-dire que, pour faire simple, vous avez la faille qui a glissé tranquillement à côté, non pas tranquillement, enfin qui n'a pas glissé tranquillement, puisque ça s'est fait avec des séismes, mais qui a glissé à côté, donc vous avez eu une déformation qui a été accommodée tout là. Et du coup, là, vous n'avez pas eu la déformation. Donc, forcément, là, disons que la déformation a été relâchée là, mais là, elle n'a pas été relâchée. Donc ça, c'est potentiellement une zone où vous avez un fort couplage. Voilà, donc disons que l'identification du glissement cumulé le long des plans de faille, ça peut servir à identifier les zones à risque. Encore sur la faille nord-anatolienne, en fait, on peut faire après chaque séisme, c'est le calcul des changements de la contrainte de Coulomb. Je vous passe encore une fois les détails. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la contrainte de Coulomb augmente localement, on se rapproche du seuil de rupture. Et donc, en gros, une zone où la contrainte de Coulomb augmente, c'est une zone qui a plus de chances de casser. Et en fait, ce qu'on observe avec les différents séismes, alors ça, c'est des choses qui sont calculables mathématiquement très facilement en mécanique des roches. Quand vous avez une fracture, en fonction de l'orientation de la fracture, du mode de fracture, vous pouvez calculer aux extrémités de la fracture les zones où, à cause de la fracture, vous avez une augmentation, une diminution de la contrainte de Coulomb. Là, par exemple, vous avez eu cette zone-là qui a cassé. Donc, tout ça, vous avez eu, disons, un relâchement de la déformation, ce qui vous a provoqué une baisse de la contrainte de Coulomb. Donc, en gros, après la séisme de 1939, ça a moins de chances de péter. Par contre, aux extrémités, là, vous avez eu une augmentation de la contrainte de Coulomb. En fait, ça représente des choses qui, pour le coup, ont plus de chances de casser. Après, ça a cassé là. Donc, la contrainte de Coulomb, vous voyez, a augmenté tout là. Après, ça a recassé. Donc, vous avez eu une augmentation jusque-là. Donc, effectivement, après, ça a recassé là. Là, vous avez eu une réaugmentation là. Ça a recassé là. Donc, en fait, ça peut vous montrer un petit peu la propagation qu'il y a eu vers l'ouest, le long du plan de faille. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai montré avec le glissement cumulé, même si là, on met un petit peu plus de mécanique derrière. Mais ça vous indique, c'est une autre manière de vous indiquer les zones qui ont plus de chances de casser. Et vous voyez ici, là, la zone près d'Izmit et près d'Istanbul, c'est une zone où la contrainte de Coulomb a pas mal augmenté
a pas mal augmenté suite au plus récents séismes. Et donc, voilà, ça c'est vraiment une manière de montrer que c'est la zone qui a plus de chances de casser. Voilà. Voilà, on va faire ça. Alors, comment le risque peut être géré? Déjà par des éducations de la population. Alors là, je vous ai mis, disons, la population modèle en termes d'éducation au risque sismique, qui est plus ou moins les Japonais, hein, c'est-à-dire qui, eux, ils ont vraiment ça tous les jours. Tous les jours, j'exagère, mais bon, ils ont ça assez souvent. Ils sont vraiment étudiés, ils sont vraiment entraînés à faire face au risque sismique, c'est-à-dire en adoptant des comportements. Vous voyez, ça, je vous ai mis des extraits du site de la NHK. Alors, un site d'apprentissage, je ne sais pas si c'est juste un apprentissage pour les gens qui apprennent le japonais ou si c'est pour les enfants aussi. Je pense que c'est peut-être un peu aussi pour les enfants, vu la qualité graphique des dessins, mais vous voyez, on peut s'en servir aussi pour apprendre le japonais. Et vous voyez, là, ça vous dit, en gros, choses à faire avant qu'un séisme arrive. Voilà. Pour faire simple. Et vous avez tout un ensemble de choses. Hein. Vous avez prévoyez de la nourriture et de la boisson. Vous avez des consignes très précises, par exemple, toujours avoir une bouteille d'eau sur soi, de la nourriture. En plus de la nourriture qu'on peut cuisiner, qu'on peut manger sans la cuisiner. Des biscuits comme ça, évidemment. Si jamais il y a des coupures de gaz, d'électricité, des coupures d'eau, vous n'allez pas pouvoir cuisiner. Donc, évidemment, si vous prévoyez vos cordons bleus perdus, ça va être compliqué. Hein, mais il vaut mieux. Donc, puis il y a plein d'autres choses aussi. Il y a emporter des couvertures sur votre lieu de travail, parce que si jamais vous ne pouvez pas rentrer chez vous, il faut que vous soyez prêt, il faut que vous soyez prêt à passer la nuit sur votre lieu de travail, par exemple. Tout un ensemble de techniques, un ensemble de consignes, par exemple. Pareil, faire vérifier les bâtiments. Ici, en plus, c'est marqué particulièrement les bâtiments construits avant 1981, parce que oui, vous avez eu des normes de construction un peu différentes. Également, sécuriser les intérieurs. Là, vous avez des choses qui peuvent faire en sorte que vos meubles, là, vous calez les meubles contre le plafond, que ça casse pas, que ça tombe pas. Là, vos meubles, ils sont fixés au mur. Vous avez aussi c'est-à-dire avant que le séisme ait lieu, en gros, savoir où aller, savoir où sont les abris. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout un ensemble de consignes qui sont vraiment très détaillées, très précises. Vous voyez, c'est pas juste vous vous mettez à quatre pattes sous la table, les mains sur la tête en attendant que ça passe, si vous éloignez des fenêtres. C'est vraiment l'éducation des populations, ça peut vraiment réduire la vulnérabilité, pour faire le lien avec ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça peut réduire la vulnérabilité de manière assez importante. C'est vrai pour le risque sismique, c'est vrai aussi pour le risque volcanique, et pour le risque naturel de manière générale. Alors aussi, avec ce petit item-là, je vous ai parlé de sécurisation, de faire inspecter les bâtiments. Une autre manière aussi disons, de résister, de gérer le risque sismique, à défaut vraiment de pouvoir l'anticiper, c'est des constructions, par exemple des constructions dites parasismiques. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est pareil des choses assez techniques, mais par exemple le choix des matériaux rigides, c'est-à-dire des matériaux qui ne vont pas, disons, tanguer dans tous les sens quand vous envoyez une zone de surface, mais aussi des normes au niveau des fondations, par exemple. Aussi sur le rapport entre la hauteur des bâtiments et leur étendue en surface. Donc, il y a tout un ensemble de choses très précises. Et au niveau des constructions, pour les tsunamis, hein, vous avez aussi des digues. Hein. En général, au Japon, vous avez des digues anti-tsunami et tout un ensemble de constructions qui sont en général assez efficaces. Vous voyez, le séisme de Tohoku en 2011, c'était vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel. Hein. C'était quelque chose d'énorme. C'est un magnitude 9. Et oui, il y a des consignes. Par exemple, en cas de tsunami, vous allez sur le toit. Bon, là, la vague était tellement haute qu'elle a passé les digues et que, en plus, les gens qui étaient sur le toit, ils se sont fait emporter. Mais si vous voulez, c'est pas le genre de consigne en soi qui pose problème, puisque dans l'immense majorité des cas, ça suffit. Bon, là, c'est juste que c'était un événement absolument énormissime. Hein, donc, mais globalement, la préparation est assez bonne. Ouais. Bon, avec l'exception notoire, évidemment, de Fukushima qui était au bord de mer. Hein, bon, ça, c'est un autre problème. Globalement, vous voyez, les infrastructures, ça peut vraiment réduire ce genre de choses. Vous avez aussi des systèmes automatiques, par exemple en Californie de l'Ouest, au niveau de Los Angeles et de San Francisco. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé vraiment de
de documents pour vous illustrer ça. Mais il me semble que vous avez aussi des systèmes automatiques de coupure de gaz, d'électricité et d'eau courante, en fait. Dès que vous avez un séisme, ça peut faire ça en quelques secondes. Évidemment, ça permet pareil de. Les dégâts, ils vont être là, hein. On va se prendre un séisme dans une zone de forte densité de population. Simplement, ça va permettre pareil, de réduire un peu les dégâts. Voilà, une manière un petit peu d'accepter le risque. Et donc, en fait, vous voyez, c'est vraiment les différences au niveau de la vulnérabilité, non seulement de l'éducation des populations, mais également des infrastructures, qui font véritablement la différence entre au niveau du risque sismique, en fait, hein. Quand vous regardez un séisme magnitude 6, par exemple, au Japon, ça vous fait rien, en fait, un magnitude 6 au Japon, quoi, ça fait. Ça casse quelques fenêtres et puis c'est tout, quoi. Mais magnitude 6 en Italie, le séisme qu'on a eu en Italie du Nord, ça vous fait 300 morts. Et pareil, vous avez des séismes en Haïti, mais le séisme d'Haïti qui était un séisme de magnitude 7, si je ne dis pas de bêtises, qui a vraiment détruit en fait la majeure partie du pays, parce que Haïti, ça fait partie des pays les plus pauvres du monde. Il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas une population éduquée qui sait comment réagir. Donc, en fait, vous voyez, les inégalités face au risque sismique sont soit plus liées, peut-être même en fait beaucoup plus liées à l'inégalité des infrastructures et de la préparation qu'à l'inégalité au niveau vis-à-vis du contexte géologique. Voilà. Donc, une petite conclusion sur les séismes, en vous disant que, bon, certes, ce sont des phénomènes de rupture brutale de failles qui envoient des ondes, qui font des dégâts, qu'on est capable de caractériser assez finement pour certains. Et c'est vrai que c'est des phénomènes qui provoquent beaucoup de dégâts. Il n'empêche que ce sont aussi des phénomènes qui nous ont été très utiles, notamment pour sonder les profonds. Déjà, je vous en ai parlé tout à l'heure pour la tectonique des plaques. Il fut un temps, avant qu'on ait le GPS, qu'on ait l'observation spatiale directe des mouvements des plaques, avant qu'on ait ça, les séismes, par exemple pour les zones de convergence, c'était vraiment la seule manière d'estimer vraiment la direction du déplacement au niveau des frontières de convergence, c'était les mécanismes au foyer. Mais aussi, par exemple, encore une fois, je vous renvoie au cours du premier semestre, et ce que je vous ai dit un peu la semaine dernière, mais les propagations des ondes sismiques ont permis l'établissement vraiment du modèle PREM, c'est-à-dire l'élucidation en fait de la structure de la Terre, hein, avec une augmentation de densité en fonction de la profondeur, des discontinuités qui vont refléter des ondes, qui vont provoquer des zones d'ombre, ce genre de choses-là, en fait, qui également aussi des temps de trajet qui nous ont permis de dire en fait que le noyau est fait de fer et de nickel, qui ont permis de confirmer ça. Donc, vous voyez, les ondes sismiques, c'est vrai que les séismes sont des phénomènes très risqués et extrêmement destructeurs. Voilà, pour finir quand même sur une petite note un peu plus positive, c'est que scientifiquement, ça nous a aussi apporté de grandes pistes, même des découvertes cruciales en fait, notamment sur la structure de la Terre et sur la dynamique de la Terre à des profondeurs auxquelles on n'aura jamais en fait une observation directe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, c'était très clair. Merci beaucoup. Ok. Bon, eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je vous laisse. Je vous remercie. Et puis, donc, la semaine prochaine, vous aurez cours avec Basile, normalement, sur le climat et la météo. Et donc, quant à moi, je vous dis au revoir et